La dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière, en direct, en public, vous l'entendez, c'est en public, au Théâtre L'Européen, à Paris. Et oui, nous sommes le dimanche 16 mars 2025 et c'est l'anniversaire aujourd'hui de Gabriel Attal qui fête ses 35 ans, âge ressenti 75 ans. Un vieux dans un corps de jeune, on n'avait pas vu ça depuis Bétaram. On comprend que Bayrou l'apprécie. C'est le 16 mars. Elle commence bien. Peut-être ça commence un peu trop fort là. Ouais. C'est le 16 mars aujourd'hui et c'est aussi le jour de naissance de Rosa Bonheur en 1822. Beaucoup d'émotions pour celle qui est à mes côtés puisque Rosa Bonheur, c'est aussi le nom d'un lieu parisien où elle a pris l'habitude d'aller nager dans des piscines de Chardonnay. Juliette Arnaud est avec nous. Bonsoir. Ça va Juju? Très bien, très bien. Comment s'est passée ta semaine? On a envie de savoir. J'étais en attente de demain. T'étais en attente de demain? Demain, c'est l'anniversaire de... Ah, de celui qu'on ne présente plus mais qu'on va présenter quand même et qui est à tes côtés. Aymeric Lompré, mesdames et messieurs, est là. Et c'est vrai que c'est son anniversaire demain. Eh oui. Ça va, Aymeric? Bah, je suis stressé. Je suis stressé pour mon anniversaire. J'espère que j'aurai les cadeaux que j'ai demandé. Qu'est-ce que t'as demandé comme cadeau? Un overboard qui va sur l'eau. Toujours, t'as pas changé depuis la semaine dernière? Non, non. Hein. Oui. Il y a que les cons qui changent d'avis. Et un livre. J'aimerais bien un livre, mais je préfère un overboard quand même. Ok, le message est passé et comme toutes les semaines à tes côtés, la terreur Sévenol, la bête du Gévaudan 2.0. Pierre-Emmanuel Barré est là. Bonsoir. On peut l'applaudir. Ça va Pierre-Emmanuel? Très bien, je suis très content d'être là. T'es content d'être là? Oui. C'est bien, ça c'est bien. Qu'est-ce que t'as foutu de ta semaine? Eh ben j'étais avec les enfants, c'est pour ça que je suis content d'être là. Ah oui, je comprends mieux. Nous rejoindrons pendant l'émission Hakim Omiri, Mamari et Laëlia Véron. Allez, on est parti sans plus attendre. On est chaud comme Elon Musk à Nuremberg. C'est la revue de presse. C'est moi qui commence. Et comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai décidé de plus faire que de la revue de presse régionale pour nous sortir de ce petit entre-soi parisien désagréable. Et je commence avec une info. 10 communes ardéchoises ont vu leur réseau de fibre optique vandalisé. J'ai dit pareil, genre ils ont la fibre en Ardèche. Pourquoi pas de l'eau potable? Les Ardéchois ils jouent aux osselets, ils mangent de la terre. Je me demande si c'est une bonne idée la presse régionale pour nous sortir du petit entre-soi parisien. Moi j'ai une info, on s'en fout. La saison de la F1 a repris. On s'en fout. Ok. Pourtant j'avais bien travaillé cette revue de presse. Dommage. Moi j'ai une info, on s'en fout encore plus que de la Formule 1. Laurent Wauquiez officialise sa candidature pour la présidentielle. On s'en fout. Plus que de la Formule 1. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, quoi? Ouh là là. Très belle entrée en matière, Juliette. Ouh là là. Je sais pas. Ouais. Ouh là là. Moi j'ai une info. C'est Dominique Besnéard qui a dit cette semaine en audition à l'Assemblée nationale: s'il y a bien quelqu'un de féministe, c'est moi. Est-ce que c'est Angela Davis? Est-ce que c'est Virginie Despentes? Est-ce que c'est Dominique Besnéard? C'est Dominique Besnéard. Waouh, pas mal. Mais bien joué les amis, c'était pas évident comme devinette parce que dans le même temps il a évoqué des actrices dont il était l'agent à l'époque qui seraient allées en gambadant dans la chambre de Weinstein à Cannes. Alors comment te le dire Dominique? Tu trompes la confiance que les gens ils ont mis à l'intérieur de toi. Allez, moi je tente une dernière info régionale pour nous sortir de l'entre-soi parisien. C'est une info... quoi toujours en Ardèche, un restaurant a été recommandé par le Petit Futé 7 ans après sa fermeture. Et ouais, apparemment, le critique culinaire, il attendait son train. Parce qu'il n'y a pas de train! En Ardèche, il n'y a pas de train! Ok, j'arrête la presse régionale, ça fait qu'empirer le petit entre-soi. Et moi j'ai une info, mais qui est con. Donald Trump a fait interdire des mots dans des administrations américaines. Mais qu'il est con. Alors, parmi les mots, il y a femme, genre, transgenre, discrimination, préjugé, woke. Dans 2 ans, aux États-Unis, ils vont parler comme ça. Arme, feu, bite, arme, feu. Moi j'ai une information. Bon, vous l'avez. Présidentielle 2027, Raphaël Glucksmann appelle la gauche à se rassembler sans LFI pour un projet puissant.
Ça va, c'est bon. Non, c'est bon, là, on l'a. Il est bon, ce sera fou. Quand je vous invite, moi, à une soirée raclette, mais sans fromage, pour une soirée savoureuse. J'ai coécrit avec Émeric. Voilà, je vous le dis. Et enfin, moi j'ai une info. Bah, c'est qui alors ? Elon Musk a repartagé un tweet sur X qui disait que Mao, Hitler et Staline n'ont pas tué des millions de personnes. Mais c'est qui alors? Ah ah Eh ben, ce sont les employés du service public qui l'ont fait. Elon Musk qui revisite l'histoire selon le principe de Nicolas Bedos, c'est pas moi, c'est ma bite. C'est pas moi, c'est ma bite. C'est aussi une des répliques préférées d'Émeric Lompré. Quand sa maman Voilà, le alors, surprend. voilà. Pardon. Merci Guillaume de me donner la parole Oui. pour ma séquence tant attendue. Ah, c'est celle-là maintenant, oui. Oui. Cette parole, souvent incomprise par les fans de cohérence et d'humour lisse. Mais peu importe les critiques, aisez-les simagrées. Comme disait Lao Tse, vous n'aurez pas mon île, et les Anglais ne veulent pas de vous, les nazis. I need my cigarios. Jamais. C'est de l'absurde ce que je fais. Donc, alors, cette semaine, chers amis, j'ai sorti la tête de ma camisole, qui m'éloignait de nos auditeurs. Et j'ai donc décidé de répondre à la demande de tout le monde, d'écouter nos fans et d'aller les chercher là, au ventre, aux tripes. Et depuis longtemps... Bon, je recommence. Alors, merci Guillaume de me donner la parole. Non. Et depuis longtemps, je reçois de nombreux messages. À quand la météo des vents ? Oui. Alors, il est temps d'y répondre et d'arrêter de mettre des vents. C'est pas parce qu'on fait une émission d'info qu'on peut pas mettre de temps en temps une pincée d'humour et de dark. C'est parti. Alors bien sûr, je vais pas pouvoir faire toute la France, hein. Sinon ça prendrait trop de temps et après ça déborderait sur les questions des auditeurs de Pierre-Emmanuel Barré et ça c'est bien dommage. Car c'est une séquence que j'attends avec impatience, me faire détruire par un ami. C'est un lointain souvenir du collège que je retrouve avec beaucoup d'attente. Je vais donc commencer par la météo. Je vais donc commencer par là où la météo des vents sera la plus écoutée. Une région au bord de mer où sport de voile, kitesurf et autres sports de gros enculés se mêlent. La Gironde. Je transpire alors qu'il fait pas chaud. Bon, on y va. Lundi 17. C'est mon anniversaire. Ouais. En cadeau, je veux un overboard qui va sur l'eau ou alors mon poids en popcorn sucré. Bon. Les salés, c'est pour ceux qui vont à la bibliothèque. Bon. Lundi 17. On va sur le vent, là. Lundi 17, de 1h à 4h, le vent sera de 5 km/h. Dans le sens comme ça. Dans le sens comme ça. De droite à gauche. Mais un peu incliné. De 4h à 7h, le vent sera de 6 km/h. Tiens. Mais cette fois-ci, de haut en bas, comme ça. De possibilité pour les lève-tôt de se sentir un peu acculés, comme enfoncés dans le sol. De 7h à 10h, le vent se lève. Les petits bouts de chou qui veulent aller à l'école en cerf-volant, c'est le moment. Puisque le vent atteindra un pic de... C'est nul à chier. Et là... Non mais allez, là il sera comme ça. De 10h à 13h, rien ne bouge, on est constant dans le mouvement. De 13h à 18h, le vent accélère. Putain, j'en suis qu'à lundi. En fait. Alors, les vents n'y allez pas en cerf-volant à l'école, le vent est trop instable. De 18h, ah putain, j'en peux plus. Bon, après c'est pas très grave parce qu'après c'est la pub et ce sera toujours mieux que la pub. Ah bah, eh ben figure-toi, Émeric, que non. Y a pas la pub ? Non, c'est pire que la pub. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et c'est le moment d'accueillir notre invitée du jour. Elle est psychiatre et pédopsychiatre, présidente de l'association des jeunes psychiatres. Donc c'est pas impossible qu'on parle de psychiatrie, hein, finalement, pendant cette émission. Maëva Musso est avec nous ce soir, mesdames et messieurs. Merci Maëva. Sois la bienvenue.
T'as souvent des accueils comme ça aussi incroyables? Non, pas du tout, non. Voilà. En consultation, ouais. Merci d'être venu. On va évidemment parler beaucoup de santé mentale ce soir et de toutes les problématiques actuelles. On voulait, avant d'entrer dans le vif du sujet, parler un peu de ton parcours. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant, pourquoi la médecine et pourquoi cette spécialité si particulière qui est la psychiatrie? Alors, déjà, merci de m'avoir invité pour représenter la JPGA. Donc là, je suis au titre de présidente de la JPGA et si jamais je change de casquette, tu nous dis? Je vous dis, d'accord, pour pas qu'il y ait de confusion. Dès que tu as envie de dire du mal des gens, hop, tu dis là, c'est voilà, Maëva je Musso. retire la casquette associative. Je déteste Gérald Darmanin et paf, tu remets ta casquette après. C'est un exemple. C'est déjà qu'elle a une casquette. On expliquera à Aymeric après, on fait les débriefs d'émission. Parce qu'elle dit je change de casquette alors qu'elle n'a pas de casquette. Ça va être un peu long, c'est pour ça qu'on fait 2 heures d'émission pour faire vraiment le temps. Donc, je crois savoir que tu étais sportif de haut niveau. Ouais. Quel sport? Taekwondo. Voilà, ça calme. Mais oui, je la vois la casquette. Du coup, je pense que ça c'est assez, c'est important pour moi peut-être d'en parler un tout petit peu parce que je crois que tu avais fait des allusions pendant les JO sur les nageurs qui cramaient leur jeunesse pour faire du sport de haut niveau et j'ai exactement la même pensée que toi sur ça, c'est-à-dire de dépenser autant d'énergie pour quelque chose d'auto-centré et qui sert pas au collectif. C'est quelque chose qui moi j'étais athlète quand j'étais adolescente et jusqu'à 18 ans et puis à un moment où je me suis dit en fait j'ai envie de dépenser de l'énergie pour autre chose que pour moi-même, quoi. Pour le collectif. Voilà, et du coup, me sentir utile. C'est pas suite à une défaite. Non, ouais, parce qu'attention, les ligaments croisés. Les ligaments, on connaît, Non, même pas. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait médecine. Et c'est pas anodin quand même, c'est vraiment, tu t'es mis au service de la collectivité, quoi. Ouais. Et du coup, pendant mes premières années de médecine, jusqu'en 6e année, je faisais des gardes d'aides-soignantes en psychiatrie, puis d'infirmière en psychiatrie pendant mes études. Et donc là, j'ai rencontré aussi la psychiatrie, de ce que c'était. Et donc, voilà, c'est une spécialité que j'ai choisie, je pense, à ce moment-là. Parce que c'est pas une spécialité particulièrement valorisante. Enfin, on sait bien que on dit que les meilleurs élèves de chaque promo, ils vont choisir chirurgie et si possible du chirurgie du cerveau parce que les coudes c'est moyen intéressant. Tu le savais, ça va. Je veux dire donc. Qu'est-ce qui, dans la psychiatrie, te semblait plus, je sais pas, de relever justement plus de l'urgence? Alors, en fait, à la JPGA, on a fait une enquête en 2021 sur l'attractivité justement de la spécialité. Et il se trouve que toutes les personnes qui choisissent psychiatrie, la majorité des personnes qui choisissent psychiatrie, la choisissent vraiment, c'est leur premier choix et c'est vraiment c'est pas un choix par dépit. Donc ça, je pense que c'est très important de le dire. Et c'est vrai que la spécialité, elle fait les frais de la stigmatisation à la fois de la spécialité et la stigmatisation aussi des personnes concernées. Il y a beaucoup de clichés, on en parlera peut-être plus tard, mais qui sont véhiculés sur la psychiatrie et on fait les frais de ça. On parle de psychiatrie et de santé mentale. Est-ce que c'est exactement la même chose ou il y a des nuances, des différences? Ouais. Alors, en fait, la santé mentale, c'est vraiment une approche globale et on va dire plutôt populationnelle. Il ne faut pas opposer psychiatrie et santé mentale. Pour la psychiatrie, on est plutôt à l'échelle individuelle et on peut être aussi à une échelle de situation, c'est-à-dire la personne avec son entourage, son travail, son logement, son bassin de vie, etc. Et en fait, c'est en faisant des politiques de prévention, de promotion de la santé mentale, que du coup on réduit aussi l'arrivée et la dégradation des personnes en fait, pour qu'elles justement n'en arrivent pas au point d'arriver en psychiatrie. Et il faut savoir que quand on arrive en psychiatrie, c'est que on a eu avant ça une atteinte, on va dire, de sa santé mentale et jusqu'à en arriver à ne plus avoir de ressources en fait. D'accord, donc la santé mentale, et donc la santé mentale, c'est vraiment des politiques de prévention, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment à l'échelle populationnelle. On prend en compte vraiment tous les déterminants socio-économiques. Ça, c'est hyper important parce que c'est un facteur de risque ensuite de troubles et de dégradation de son état. Est-ce qu'on peut faire juste un petit point sur la différence entre psychiatrie, psychologie, psychanalyse? Alors,
Ça, on a du mal à se retrouver nous, dans les termes. En plus, c'est important parce que la psychanalyse, nous, on n'est pas n'importe quel. Enfin, en France, on n'a pas n'importe quel rapport avec ces trois spécialités, puisqu'on est le pays de Lacan, et que donc on a l'impression, pour plein de gens, psychiatrie et psychanalyse, ça relève de la même chose, alors que pas du tout. Non, pas du tout. Alors, la psychiatrie, du coup, c'est une spécialité médicale. On fait un tronc commun qui dure 6 ans et ensuite on choisit sa spécialité. Donc, la psychiatrie, en l'occurrence, ça dure 4 ou 5 ans, la spécialité. Donc, en tout, ça fait entre 11 et 12 ans en tout, les études. Donc, ça c'est le sanitaire. Ensuite, la psychologie, c'est une formation qui dépend des sciences humaines. Pas tous les psychologues travaillent en santé ou à l'hôpital. Il y a des psychologues qui ont d'autres spécialités, donc voilà. Et la psychanalyse, c'est plutôt un cadre conceptuel sur lequel on peut s'appuyer, enfin sur lequel certaines personnes s'appuient pour avoir une pratique. Et on peut être psychiatre et psychanalyste, infirmier et psychanalyste, psychologue et psychanalyste. C'est complémentaire, tu peux dire. Ouais, ça peut être complémentaire. Voilà, c'est ça, c'est un cadre théorique. Ouais. Et puis il y a aussi un rapport à l'argent, c'est-à-dire que, si ça. Ouais. Ça compte quand même. Quand tu vas voir un psychanalyste, t'es pas remboursé. Ouais. Alors, si on va voir, en fait, la psychanalyse en France et dans d'autres pays aussi, ça a été, donc c'est quelque chose qui est né en 1905 à peu près. C'est là le début de la psychanalyse. C'est né dans le contexte de la société bourgeoise, viennoise, etc. Et ça a perduré comme quelque chose de l'élite et de la bourgeoisie, avec des séances qui peuvent être très très chères, notamment à Paris. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des psychanalystes qui ont travaillé dans des contextes très différents. Par exemple, il y a eu Sassolas à Lyon qui a bossé dans un système de psychiatrie communautaire. Il y a eu Tomkiewicz qui a bossé avec les jeunes de l'ASE. Et il y a même Tosquelles qui a du coup été au POUM. Enfin voilà, donc c'est vraiment, c'était quelqu'un de très... Tu peux expliquer ce que c'est le POUM? Je pense qu'on a tous compris, Guillaume. Excuse-le. C'est le parti ouvrier marxiste. Ok. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'Aymeric, je sais qui c'est, mais bon voilà, peut-être qu'il y a des gens de droite qui nous écoutent quelque part. Ouais. Non mais c'est intéressant en tout cas là. On peut donc dire que les psychanalystes, il y en a des biens. Ouais. Voilà, ok. Non, mais j'essaye de synthétiser. Et donc, on l'a dit, tu es présidente de l'association des jeunes psychiatres. Est-ce que tu peux nous présenter l'association? Pourquoi vous avez eu besoin de vous regrouper? Est-ce qu'il y a des spécificités à être jeune psychiatre? Alors, l'association, c'est une association qui a été créée donc il y a 10 ans maintenant. On va fêter nos 10 ans cette année parce que il n'y avait pas d'association de jeunes en Europe. Toutes les spécialités médicales ont des associations de jeunes. Ça a été créé par 2 personnes, donc Déborah Seban et Marine Lardinois, qui auparavant appartenaient à des associations d'internes qui avaient le choix de porter et d'autres personnes, il n'y avait pas que ces 2 personnes-là, mais c'est les 2 anciennes présidentes, et elles avaient le choix de porter justement des transformations dans les pratiques. Peut-être qu'on en parlera après. Ouais. Et en fait, ce qui est important, c'est voilà, actuellement, les décisions sont prises par des personnes qui ne verront pas les conséquences de leur réforme. Et c'est général. C'est le cas de tous les invités. Tous les invités qu'on a nous disent ça, mais c'est vrai. Ouais. Enfin, ils peuvent ne pas être. Oui. Voilà. En fait, nous, on leur souhaite. On a 30 ans de pratique devant nous. Et comme pour l'écologie, on a le souhait que les mesures qu'on propose soient beaucoup plus exigeantes que des mesures qui pourraient prendre en compte le fait qu'on aurait le temps, etc. Parce que voilà, il y a des personnes concernées et des familles qui sont en difficulté, etc. Il faut qu'on soit à la hauteur de ces enjeux-là. Et souvent, il y a plusieurs fois des personnes qui sont un peu, qui ont un poste assez haut, qui nous ont dit mais bientôt on vous donnera les clés du camion et tout ça. Et moi j'aime bien cette image. Mais voilà, même si on l'a donc pour reprendre cette image, même si on l'a en conduite accompagnée au début, j'aimerais bien qu'on n'attende pas que le camion crame en fait pour nous passer les clés. Voilà. C'est une métaphore, Aymeric. Oui. Merci Maëva. On va évidemment revenir
On va revenir sur tout ça. On a encore plein de questions à te poser jusqu'à 20h. On va faire une petite pause musicale. Est-ce qu'on va écouter Don't Crazy de Britney Spears? Tu veux dire Juliette. You drive me crazy, pour te faire but it feels alright. Non, on va pas écouter ça. J'ai les poils. Mais moi aussi, je me suis auto-mis les poils. Mais on va coller au thème. C'est tout à fait possible, Eric. On va coller au thème avec le titre de Gnarls Barclay, Crazy, énorme tube soul de 2006 qui reprend une énième fois l'idée que parfois l'amour ça rend zinzin, tout en nous faisant faire de belles chansons. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invité Maëva Musso. Et nous a rejoint Hakim Omiri pour sa chronique dans quelques minutes. Mais avant ça, Pierre-Emmanuel, c'est l'heure des questions des auditeurs, séquence qu'on devrait peut-être renommer parce que depuis cette émission existe, tu n'as répondu à aucune question d'auditeur, donc ça commence à bien faire. Eh bien, Guillaume, Oui. laissez-moi vous dire que vous faites preuve d'une grande vivacité d'esprit. Et ça non plus, ça n'était pas arrivé depuis que l'émission existe. Cette séquence mériterait d'être renommée, j'en conviens, mais c'est le cas d'autres éléments de ce programme radiophonique. Prenons Aymeric, par exemple. Son prénom vient du germanique Haïm, qui signifie maison, et Rick, qui veut dire puissant. Un maison puissante. Pour quelqu'un qui vit en appartement et qui prend 3 jours d'ITT pour un cil dans l'œil, je crois qu'un prénom comme T2 Ouin aurait été plus adéquat. Rien à dire en revanche sur son nom de famille, puisque quand on passe un moment avec Aymeric, c'est toujours trop long et toujours trop près. Mais passons plutôt à un sujet intéressant, les questions des auditeurs. Et cette semaine, c'est Sabri qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan, où s'il fait bon vivre, ce n'est pas que grâce au charme des lieux et à l'affabilité des habitants, c'est aussi et surtout grâce à l'abnégation des agents de la BAC Saint-Roustan, qui assurent chaque jour avec un dévouement exemplaire leur mission primordiale de prévention et de maintien de l'ordre. Dès l'aube, les 2 membres de la brigade patrouillent dans les rues du village. Là, à l'angle de la rue du Maréchal Maurice et de l'avenue Lucien Maurice, une vieille dame encombrée d'un lourd cabas. Sans la moindre hésitation, la capitaine Véronique Géné et son brigadier surgissent de la Clio banalisée pour prêter main forte à Martine Péclin et porter ses courses jusqu'à son domicile. Solidarité et sympathie, c'est un grand oui, mais sans oublier la sécurité. C'est pourquoi, avant de rejoindre son véhicule, Véronique Géné effectue un contrôle d'identité aléatoire sur le jeune Boubacar Diabaté. Rien de grave cette fois-ci, mais il faut montrer qu'on est présent, affirme la policière en remontant à bord. Pas le temps de souffler. Pour nos 2 anges gardiens au grand cœur, un conflit de voisinage a éclaté dans le quartier pavillonnaire qui jouxte le stade Ferdinand Couloulier suite à une nuisance sonore. Quelques minutes suffisent à la brigade pour se rendre sur place et rappeler à Michel Bergeron les règles élémentaires du vivre ensemble. La tondeuse, c'est du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h. Et les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h. Médiation et courtoisie, c'est un grand oui. Mais sans oublier la sécurité. C'est pourquoi, avant de reprendre la patrouille avec son coéquipier, la capitaine Géné effectue un contrôle d'identité aléatoire. Et c'est le jeune Boubacar Diabaté qui se voit contraint de présenter ses papiers. Tout est en ordre cette fois-ci, mais il ne faut jamais relâcher la vigilance, rappelle la policière. Les faits semblent lui donner raison, puisque quelques instants plus tard, elle repère un automobiliste en train de griller un feu rouge. En un éclair, nos 2 anges gardiens sortent le gyrophare et contraignent le chauffard à s'arrêter sur le bas-côté afin de le réprimander vertement et de le verbaliser. Ce sera finalement un simple « Autant pour nous, bonne route et joyeux anniversaire !» pour le conducteur qui s'avère être Gaëtan Maurice, le fils cadet du maire, pressé de retrouver ses amis pour fêter ses 14 ans. Clémence et empathie, c'est un grand oui, mais sans oublier la sécurité. Et la capitaine Véronique Géné le prouve en effectuant un contrôle d'identité aléatoire. C'est un peu de l'acharnement, déclare le jeune Boubacar Diabaté, en tendant ses papiers pour la 3e fois de la journée. Face à tant d'agressivité, la capitaine n'a d'autre solution que de gazer l'individu menaçant, puis de le taser, afin de pouvoir lui passer les menottes sans risque. Je le savais, il était potentiellement violent et dangereux. J'ai bien fait de le garder à l'œil depuis ce matin, se félicite Véronique Géné en conduisant le criminel en garde à vue pour outrage et rébellion. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rien n'empêchera la BAC Saint-Roustan de veiller sur les racilariens, pas même la réduction d'effectifs drastique de 50% suite au placement en garde à vue pour outrage et rébellion du brigadier Boubacar Diabaté.
Mais revenons à Sabri. Sabri qui nous écrit Cher Pierre-Emmanuel, vous aviez dit la semaine dernière qu'il restait encore 2 jingles rabaissants pour Emmerich. Et cette semaine, rien. Ah bon ? Quelle déception! Eh bien, Sabri, en arabe, ton prénom signifie patience. C'est une qualité qui doit être bien utile avec la BAC, mais avec moi, inutile d'en faire preuve. Les jingles, je les lance dès qu'on me demande. Jingle! Emmerich, il refoule du bout. Voilà. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Merci Guillaume. pour toutes ces réponses à toutes ces questions. Formidable. Toujours à l'écoute. Toujours à l'écoute. Et merci à Hugo pour le jingle magnifique. Bien évidemment. Existe-t-il un hôpital psychiatrique à Saint-Roustan? On ne sait pas encore. On est toujours avec Maëva Musso, la présidente de l'association des jeunes psychiatres. Donc on parle psychiatrie, santé mentale, mais psychiatrie surtout. L'association existe depuis 10 ans. On avait envie de te demander comment les choses ont évolué en 10 ans. Est-ce qu'il y a eu des améliorations ou des choses qui vont plus mal? Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions en 10 ans. Nous, on estime que c'est jamais suffisant, évidemment, mais il y a eu énormément d'évolutions. Notamment, ça ne va pas assez vite à notre sens, parce que c'est freiné par le fait que ça soit dépendant d'engagement politique et d'action politique, et aussi parce que souvent, certaines évolutions peuvent être localisées et ont du mal à ensuite se transmettre à travers le territoire. Il y a beaucoup d'inégalités au niveau de la répartition des soins et des mesures de santé mentale publique sur le territoire. Et aussi, quelque chose qui peut freiner le fait que ça avance, c'est le fait que les évolutions dans la pratique ne se transmettent pas rapidement et ne sont pas tout de suite enseignées à l'université, par exemple, en formation initiale ou pendant la spécialité. Ça met beaucoup de temps à se transmettre dans les enseignements. Et du coup, c'est là qu'ont un rôle à jouer l'État, les agences régionales de santé, les directions d'hôpital, le ministère, les élus, les profs de fac, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose n'est centralisé, quoi. C'est chacun qui fait un peu ses petites innovations dans son coin. Alors, il peut y avoir des endroits où il y a beaucoup d'innovations et puis des mesures qui vont être très peu coercitives. Il y a des services, on en parlera plus tard, mais et à côté de ça, vraiment des endroits où ça va être très coercitif et ça se voit dans les statistiques en fait des mesures de contrainte comme l'isolement et la contention. On pourrait faire un guide des meilleurs hôpitaux psychiatriques de France avec des critères. Et aussi il y a tout le lien avec la communauté, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a très peu de liens et très peu de vision santé mentale, c'est-à-dire de comment on articule la prévention, la promotion et ensuite les soins, et d'autres endroits où vraiment il y a un gros travail avec la communauté pour justement retarder l'arrivée en psychiatrie. Donc, Juliette, toi, tu as une question? Ouais, Guillaume te demandait qu'est-ce qui s'est passé, en gros, l'évolution sur 10 ans. Il y a 5 ans de ça, il y a eu une pandémie qui a été suivie d'un confinement. On sait que ça n'a pas fait que du bien à la jeunesse. Est-ce que vous, psychiatre, jeune psychiatre, vous avez vu une vraie évolution et pas positive par rapport à cette population ? Alors, donc là, il y a 2 questions dans la question. Il y a qu'est-ce qui a évolué qui était intéressant. Et donc, dans les choses qui sont très bien et qui ont évolué, il y a le fait que les personnes concernées ont de plus en plus l'occasion de participer à la fois aux soins, aux décisions, même si c'est largement insuffisant. Il y a le fait qu'on puisse diffuser l'importance des déterminants socio-économiques dans les troubles de santé mentaux. Il y a le fait que la paire aidance se diffuse de plus en plus avec donc la paire aidance. Là, on l'a pas celui-là. La paire aidance, du coup, c'est le fait que des personnes concernées par les troubles puissent ensuite partager leur vécu et leur savoir expérientiel avec des personnes qui sont dans le même cas, en situation de trouble. Voilà, c'est ça. Et donc il y a 2 types de paire aidance. Il y a une paire aidance familiale et une paire aidance à l'échelle des personnes concernées. Et en fait, donc ça, c'est quelque chose au niveau, bénévolement, ça existe depuis très longtemps. Par exemple,
exemple, pour la pérédance familiale avec l'UNAFAM, ça existe depuis 60 ans. En addictologie avec Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes, ça existe depuis 1930 et 1950-1970. Mais ce qui est nouveau et qui a moins de 10 ans, c'est le fait que ça devienne professionnel. C'est-à-dire que ça soit reconnu au niveau institutionnel. Des personnes concernées peuvent accéder à une formation à l'université pour justement avoir un statut, devenir des professionnels à l'hôpital, dans les services de soins et vraiment participer aux équipes, au fonctionnement des équipes, aux réflexions d'équipe, rencontrer les personnes concernées et du coup vraiment enrichir de leur savoir expérientiel les soins, quoi, les rencontres des personnes, etc. Ok. Ouais. On va revenir à tout ça parce qu'il y a la deuxième partie de questions auxquelles on n'a pas répondu sur le Covid. Mais avant ça, il est l'heure de retrouver celui qui a été vice-champion de France de boxe. Comme moi. À l'université, ouais, pareil. Ouais, comme pareil. Moi, c'était de la airbox, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne en face. C'est Hakim Omiri qui est avec nous. Salut. Alors, Jean-Michel Apathy a été mis à pied par RTL pour avoir dit une vérité. Après, il déconne, hein. Il a comparé les militaires coloniaux qui massacraient des villages en Algérie à l'armée nazie qui a massacré un village. Eh mais attends. Eh mais il est fou lui ou quoi là? Eh mais c'est incomparable hein. Eh Jean-Michel, je te signale qu'en Algérie, c'était des Arabes hein. On va pas commencer à comparer des Blancs qui tuent des Blancs, puis des Blancs qui tuent des Arabes, on va où là? Alors toi, tu mets sur un pied d'égalité des humains, n'importe quoi. Même Thomas Soto, il était choqué hein. Et Thomas, sur la guerre d'Algérie, il s'y connaît autant que Scouty. C'est le chien de mes parents. Thomas a dit « J'aimerais que Jean-Michel revienne et qu'il dise « Désolé, je m'excuse ». Ouais, Guillaume, il rigole, mais il est fou, c'est pour ça. Mais en même temps, c'est logique. Hein. Quand t'as dit une vérité historique, c'est important de toujours s'excuser. Thomas nous rappelle que quand t'es journaliste, t'es pas là pour informer les gens. Parce que vous avez pas remarqué, on n'a pas des chaînes d'infos, on a des chaînes d'avis. Les gens, ils sont payés pour donner leur avis comme si c'était de l'info. Par exemple, Elisabeth Lévy, Pascal Praud, ils disent des trucs au hasard, mais qu'ils aiment bien. Enfin, que la direction aime bien, quoi. Du coup, quand t'arrives avec une vraie info sur ces plateaux, bah on peut te reprocher de juste donner ton avis. Et donc, on peut te mettre à pied, malinx. Il y en a qu'ici qu'on... Pardon, excuse-moi, je refais. Il y a qu'ici qu'on peut faire comparaison du style Macron est comme un jetpack pour l'extrême droite. Parce que sur un autre plateau, bah on me dirait je peux pas vous laisser dire ça. Et bah vrai, quoi. Parce que j'ai remarqué, nos médias ont un problème en ce moment avec les comparaisons, surtout avec les nazis. Guillaume, il a fait une comparaison avec les nazis, hop, viré. Apathy, comparaison avec les nazis, hop, suspendu. Par contre, Musk, qui fait un salut nazi, non, mais il envoie son cœur à la foule. C'est son cœur qu'il envoie à la foule. Ouais. Et bah, tiens... Regarde, je te dis que t'es numéro 1 dans mon cœur. Pour ceux qui nous écoutent, je monte mon majeur parce que ça fait un 1 comme dans mon cœur. La vérité qu'a balancé Jean-Michel a tellement emmerdé les médias que France Télé a annulé la diffusion d'un documentaire prévu ce soir sur les crimes de guerre commis en Algérie avec des armes chimiques. Bah attends, on va quand même pas commencer à froisser les racistes, hein. Bah oui, c'est eux qui regardent encore la télé. Et puis s'il n'y a pas d'histoire pour raconter les crimes, il n'y a pas de crime. Et s'il n'y a pas de crime, bah l'Algérie française, c'était le Club Med. Parce qu'apparemment, on serait entré dans l'ère de la post-vérité. C'est le nouveau terme à la mode. Alors qu'il y en a un qui existait déjà, c'est mensonge. Oui, hein. Ça... Et ça a rien de nouveau. Ça a rien de nouveau parce que jusqu'ici, c'est toujours le vainqueur qui a écrit l'histoire et puis il pouvait s'arranger comme il voulait. Là, ce qui change, c'est que même le perdant, il peut réécrire l'histoire et demander à être sur le podium. Mais là, t'as perdu. Oui, mais mon objectif, c'était pas d'être premier. Du coup, j'ai atteint mon objectif, donc j'ai gagné. Mais Macron, là, t'as perdu les européennes et les législatives. Ça se voit? Oui, mais non, mais il n'y a pas de majorité, ok? Macron, il se fout pas de la vérité, il se fout carrément du réel. Là, il prévoit un budget de 413 milliards avec sa loi de programmation militaire. 413 milliards. À la base, la réforme des retraites, c'était pour 10 milliards. Et nous, on est là, mais ils sortent d'où ces milliards?
Et Macron, il arrive avec sa post-vérité, c'est pas les mêmes milliards. Bah, comment ça, Manu, c'est pas les mêmes milliards? Bah là, c'est 413 milliards pour la guerre, alors que les 10 milliards, c'était pour les... Tu sais, là, ceux qui meurent au travail, là. Les Français? Ouais, voilà, ceux-là. Voilà, donc c'est pas les mêmes milliards. Mais je comprends toujours pas, Manu. Bon, par exemple, là, dernièrement, on a envoyé des milliards à l'Ukraine, alors que nos hôpitaux, on peut pas leur donner des milliards. Ouais. Bah, c'est parce que c'est pas les mêmes milliards. Voilà. Je comprends toujours pas, Manu. Bah, parce que... Bah, tu m'emmerdes, en fait, c'est ça. Bon, Manu, on va faire plus simple. T'as trouvé 1 milliard à dépenser pour nettoyer la Seine. Donc, on a lavé de l'eau. Et au final, la Seine est toujours crade. Il est où, ce milliard? Ce milliard-là? Alors qu'il est, il doit être dans la Manche. Ouais. Mais t'inquiète, hein, on sait ce qu'on fait. Hein. Et si on était corrompus, les médias, ils en auraient parlé. Ou pas, je sais pas, en fait. Et ça me fait réaliser que je reçois beaucoup de messages des gens qui me disent « J'adore la dernière parce que j'apprends des trucs ». C'est fou, les médias mainstream, ils sont tellement nuls que les gens s'informent avec des humoristes. Après, Guillaume, faut le dire. Ton émission, c'est une pépite. Hein. Pépite qui a changé ma vie personnellement. Et on a besoin d'émissions comme ça pour répondre à la parole du système médiatique. Et les gens ont tellement dit à Radio Nova, c'est dommage que ce soit qu'une fois par semaine, que c'est officiel. J'apporte ma pierre à l'édifice. Donc c'est avec fierté que j'annonce que j'arrive sur Radio Nova avec ma propre émission. Ça va s'appeler La Riposte. Ça commence cette semaine et je compte sur vous pour être présent. Hakim Omiri, mesdames et messieurs. Merci Hakim. Merci beaucoup. On te retrouve en spectacle également. Hakim est toujours en spectacle le 11 avril à Toulon, 16 avril à Arras, le 24 avril à Troyes. Et donc, ta nouvelle émission, Riposte. Félicitations, du lundi au vendredi à 12h30 sur Nova. Bienvenue dans le monde du patronat. Tu es patron d'émission. Merci Hakim. On est toujours avec Maëva Musso de l'association des jeunes psychiatres et on se retrouve après avoir écouté le travail de l'association des pervers narcissiques, ce qu'on appelle la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, et oui, c'est surprenant, mais c'est comme ça. La dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Varé, en direct du théâtre L'Européen à Paris. Il est là, l'Européen. On est avec Maëva Musso, psychiatre, pédopsychiatre. On parle de l'état des traitements en France, mais je suis désolé, Maëva, en ce moment en France, il y a un tout petit peu plus grave que ça. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Je voulais vous parler d'un véritable fléau aujourd'hui qu'on appelle le féminisme. Puisque calme-toi Juliette. Puisque le week-end dernier, c'était la journée de la zouze, de la gonzesse, de la michto, et c'était horrible. Juliette Arnaud nous a lu du Mona Chollet. Aymeric croyait que c'était un club de basket. C'était hyper compliqué. Heureusement que nous, les hommes, on est défendus par des vrais comme Frédéric Becbédé, l'influenceur sucre-glace, qui a osé prendre courageusement la parole et croyez pas que ça a été facile pour lui. Il a été obligé de faire le service après-vente sur RMC. Vous savez, j'ai commis un manifeste dans le Figaro Magazine ce week-end, intitulé « Vive les hommes ». Depuis, je reçois des emojis de caca. Bravo les femmes. Bravo les femmes. Moi, je reçois des menaces de viol, des emojis de caca. Sérieusement? Mais oui, c'est pas toi, Juliette. Mais je me demande si t'es pas un peu la chef de la bande, quand même, quelque part. Il est en chie, Fredo, c'est le cas de le dire. Pourtant, il est en mission. C'est compliqué aujourd'hui de simplement dire « je suis fier d'être un homme » et qu'est-ce que... Et surtout, c'est une mission impossible. J'ai lu dans le Figaro ce que vous écrivez. En gros, vous dites oui, les hommes, on est parfois des connards, mais vive les hommes. Bah bien sûr. Parce que nous, on reconnaît. Hein, on viole, on tue, on pille, on massacre en groupe, on fait la guerre, d'accord. Mais sans toutes ces guerres, il n'y aurait pas eu la Grande Vadrouille. Hein, il n'y aurait pas eu Apocalypse Now. Il n'y aurait pas eu Guernica. Donc au final, merci qui? Merci les connards, j'ai l'impression. En plus, Guernica, c'est Picasso. Donc connard au carré, les amis. Allez, on continue évidemment en donnant la parole aux femmes. Ça, c'est important, bien sûr. Toujours sur RMC, Barbara Lefebvre, car les femmes sont inquiètes. Mais comment est-ce qu'on va permettre justement à nos jeunes hommes de pouvoir vivre leur masculinité tranquillement et de ne pas se sentir culpabilisés? Et aussi, comment en face,
on pourrait éviter de créer des femmes toxiques, de femmes qui vont se croire tout permis vis-à-vis de leur mari, vis-à-vis de leurs enfants. Et ça, c'est aussi très dangereux. Le danger, il est là, les amis. On dit Poutine, Trump, Musk, ou je sais pas quoi, le dérèglement climatique, Julien Doré qui fait des reprises de tubes des années 80. Mais on parle pas des mères toxiques qui vont se croire tout permis et dire à leurs enfants de respecter tout le monde, gna gna gna. Vous vous rendez compte? J'espère que Julien Doré, il va reprendre du Michel Sardou, tiens, rapidement. C'est urgent. Allez, on retourne sur RMC avec Juliette Briens. Moi, j'ai les mêmes droits que les hommes dans ce pays. Je me considère lésée en aucun point. J'aimerais juste, en fait, qu'on arrête le ouin-ouin de bonne femme. Voilà, ça, je trouve que les termes ont été dits. Qu'on arrête le ouin-ouin de bonne femme. C'est là où ils sont forts sur RMC. C'est que pour dire ça, ils invitent une femme. Et à la prochaine émission sur le racisme, ils vont inviter un membre du Ku Klux Klan. Mais noir. Et ce sera super. Parce qu'il faut le dire, Juliette Briens, elle est super. Tous les ans, à la journée de la femme, les médias nous ressortent l'histoire. Ah non, Emmanuel. C'est la journée internationale du droit des femmes. Merci Estelle. Mais c'est pas je m'en fous, c'est hyper important. La journée de la femme. Vous allez pas vous échapper toutes les deux. Si elle me laisse finir. Calmez-vous. Oh, heureusement qu'il y a un homme qui vient un peu remettre de l'ordre. Je sais pas quoi. Il faut une voix grave pour dire des choses importantes. I have a dream. Vous voyez, hein, la France du maréchal est la seule. Non, mauvais exemple. Allez, donnons plutôt le mot à la fin à Juliette Briens. On n'est pas du tout moins payé que les hommes, n'importe quoi. Si, 3,8. Ensuite, pour ce qui est des tâches ménagères, je sais pas, mais gérez votre foyer comme vous voulez, non? Pas venir mettre des caméras pour savoir qui sort les poubelles et qui fait la vaisselle. Démerdez-vous, quoi. Et bam, dans ta gueule, Simone de Beauvoir, dans vos gueules. Les sociologues qui étudient les inégalités systémiques ou je sais pas quoi, là. Oh, au truc à la con qu'on appelle aussi la réalité. C'est nul, ça fait mal à la tête. Allez, vivement ce soir avec Emeric, on va regarder du foot. Ouais. Juliette, elle m'a dit il y avait le FC MLF contre l'Olympique de Gouges ou je sais pas quoi. Allez, ciao les woke. Allez, et moi j'allais dire merci Guillaume. Je vais dire surtout merci Juliette. Oui, c'est vrai qu'il y avait une Juliette. Oui, bah oui. Une Juliette dans le coup. On est toujours sur Nova avec Maëva Musso, t'as eu un petit doute, pédopsychiatre. Ouais, j'étais fatiguée. Sur RMC avec Maëva Musso, pédopsychiatre et psychiatre. Maëva, comment tu juges le traitement médiatique de la santé mentale en général? Tu nous as parlé, par exemple, d'une émission de M6 qui s'appelle Zone Interdite, qui est un numéro qui est passé il n'y a pas longtemps et qui a consacré donc un épisode à cette thématique. Qu'est-ce que toi, en tant que soignante, t'en as pensé? Parce que moi j'en ai vu des morceaux, déjà j'étais pas confort. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la stigmatisation des personnes concernées par les troubles, elle est principalement véhiculée par les médias. Il y a une grosse responsabilité de la part des médias dans le fait de véhiculer des clichés, notamment associer les personnes qui ont des troubles à des personnes violentes, ou il y a eu un amalgame récent aussi à Toulouse, à Mulhouse, pardon, aucun rapport. Non. Entre radicalisation et psychiatrie. Donc la psychiatrie n'a pas de rôle sécuritaire normalement, même si historiquement la psychiatrie a pu être associée à ça et à s'occuper des personnes qui étaient, on va dire, entre guillemets, déviantes par rapport à la norme, etc. La psychiatrie ne sait pas déradicaliser quelqu'un. La radicalisation n'est pas un trouble psychiatrique. Et ça, c'est vraiment très important de le dire, parce que les personnes qui sont concernées sont plus souvent victimes d'agressions que violentes. Et en fait, l'émission commence par c'est la grande cause nationale, santé mentale, etc., et dit donc nous allons dans un UMD. Donc un UMD, c'est une unité pour malades difficiles. En France, ça représente 600 patients, et sachant qu'il y a une file active en psychiatrie qui est de 2 400 000 personnes, donc c'est 0,025% de la population qui est prise en charge en santé mentale et en psychiatrie. Et donc parler de la psychiatrie à travers le prisme de ces 600 personnes qui sont extrêmement en difficulté, c'est problématique, parce que du coup ça véhicule cette image-là pour toutes les autres personnes. Tu veux dire que M6 serait pas honnête? Non, mais c'est faire le choix en tout cas de la spectacularisation. Du côté spectaculaire. Alors après, si je peux dire 2-3 choses positives, qui sont ressorties, j'ai cherché des choses les cadres, ils étaient positives. Non. Les typos étaient super. Non, les choses positives qui ressortent, c'est que on voit des personnes qui parlent aussi du fait qu'elles aient eu des traumas dans l'enfance, des violences intrafamiliales, etc. Donc là, on voit la prégnance des déterminants socio-économiques. Encore une fois, on voit des personnes extrêmement précaires qui, une fois qu'elles sont hospitalisées, ensuite n'ont aucune prise en charge pour
le logement, le travail, le retour à une citoyenneté, on va dire, classique, quoi. En fait, ce sont des personnes qui, du fait de la stigmatisation, ont une citoyenneté qui va être entamée, quoi. Et donc ça, c'est très grave. Et il faut savoir que les personnes qui sont prises en charge en psychiatrie, c'est des personnes qui ont une espérance de vie qui est à peu près 20 ans en moins que la population générale, parce qu'elles ont justement un retard de prise en charge en somatique du fait de cette stigmatisation. Et donc voilà, on a vraiment nous les soignants, parce qu'on peut être aussi nous pourvoyeurs de stigmatisation, et vous les médias, un gros travail à faire là-dessus. Ouais. On essaie de le faire avec toi ce soir. Tu parlais des déterminants sociaux. Est-ce que c'est pareil en France d'avoir du pognon et d'avoir des troubles psychiatriques, et d'être pauvre et d'avoir des troubles psychiatribon, j'arrive même plus à le dire. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de troubles chez les personnes qui sont précaires, pauvres. Bon, le stigma, c'est quelque chose qui est transclasse. Donc on peut être CSP+, et être stigmatisé, avoir des troubles, etc. Ça arrive, mais on a beaucoup plus de troubles quand on vient d'un milieu précaire, quand on subit des discriminations au quotidien, c'est-à-dire que les personnes racisées ont beaucoup plus de troubles, les personnes qui font partie des minorités de genre, et aussi quand on est précaire, on va avoir donc ces micro-agressions, on va avoir plus difficilement recours au système de soins, donc on va avoir un retard aussi dans la prise en charge, donc du coup les difficultés vont s'aggraver sur tous les plans. Ça va être aussi bien notre santé mentale, mais aussi la question du logement, de l'emploi, enfin tout va se cumule, voilà, ça va se cumuler, ouais. Donc ça c'est vraiment pour ça que nous à l'association, à la JPJA, on défend le fait que une santé mentale publique, c'est pas un gros mot pour rien, ou un énième plan qui va servir à rien. C'est vraiment de dire non, il faut qu'il y ait une préoccupation interministérielle, qu'il y ait des prises en charge qui ne soient pas le fait que du soin, en fait. On va pas arriver à écoper le bateau si en fait la psychiatrie prend en charge tout toute seule. En fait, il faut vraiment être là très tôt, en amont, se coordonner dans toutes les personnes. Tu vois, il faudrait une vraie politique de service public. Il faut écoper le bateau aussi. On va faire ça à cause du camion qui brûle. Attendez. Reprends-toi, Émeric. J'ai une autre petite question pour toi, Maëva, qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment? Tu t'y attendais pas à celle-là? Non, pas du tout, c'était pas prévu. Mais pas en ce moment, là, maintenant. En général, c'est hyper gênant ce qu'elle écoute. Non, il y a une chanson que j'aime bien, que j'ai écoutée beaucoup, c'est Joey Gluten, Animal Nul. Ok. Il est dans la salle, dis donc. C'est incroyable. Juliette, est-ce que c'est ça qu'on écoute? Ça serait un coup de bol. Ça serait vraiment un énorme coup de bol. Et évidemment, on n'a pas le bol. Non, on va écouter un titre super joyeux. Enfin, on va le écouter. C'est un titre tellement anglais de 1982. C'est le groupe Madness qui chante Our House in the Middle of the Street. Vous savez, c'est l'histoire d'une maison ouvrière pleine d'enfants qui jouent et de parents qui ont vraiment sommeil. C'était Madness, évidemment. Our House, vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière. Avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lomprey et notre invitée, la présidente de l'association des jeunes psychiatres, Maëva Musso. Et nous a rejoint autour de la table notre stylisticienne. Et oui, celle qui n'est pas encore rentrée à l'Académie française. Rapport au fait qu'elle ne bave pas encore dans sa soupe en disant que c'était mieux avant, quand Balladur était vivant, tout ça. C'est Laëlia Véron. Bonsoir les amis, merci. Alors aujourd'hui nous recevons une psychiatre, et dans la culture populaire on l'a dit, quand on pense psychiatrie on pense aussi psychanalyse, Freud, acte manqué et lapsus. Et aujourd'hui je voulais vous parler des lapsus. Un lapsus, c'est par exemple ça, la députée Les Républicains Justine Gruet à l'Assemblée nationale en 2022. C'est pourquoi les républicains, Voilà, d'autres lapsus de politique sont restés célèbres. Par exemple, Rachida Dati, qui en 2010 avait dit fellation au lieu d'inflation. Puis l'année suivante, le God de bonne conduite au lieu du Code de bonne conduite. Un lapsus au sens large, c'est la substitution involontaire d'un mot par un autre. Pour Freud, le lapsus est un acte manqué du langage. C'est une manière inconsciente d'exprimer ce que l'individu a refoulé. Et nous, on a bien intégré cette idée. Quand quelqu'un fait un lapsus, on lui dit souvent « Ah, lapsus révélateur !» Et révélateur de quoi? C'est pas toujours. C'est vrai. On parle jamais comme ça. Il n'y a que toi qui parles comme ça.
Oh, oh, oh. J'aurais pas dû choisir ce sujet. Bon, c'est vrai que l'erreur de langage peut révéler des associations sémantiques du locuteur ou de discours ambiant. C'est le cas tout récemment d'un journaliste de C'est à vous qui a commencé à dire arabe pour dire islamiste. Il a sans doute l'habitude d'entendre un terme pour l'autre. Mais en linguistique, on parle plutôt de lapsus pour des mots très proches phonétiquement, mais pas sémantiquement. Et on va considérer que l'explication est plutôt cognitive. J'en parlais avec mon collègue, le linguiste Biagio Ursi du laboratoire ligérien de linguistique. Quand on parle, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Notre cerveau envisage rapidement plusieurs mots, en sélectionne, en rejetant ceux qui sont proches, va sélectionner un mot et rejeter ceux qui sont proches, mais quelquefois, on se trompe au moment de l'expression finale. On se trompe souvent sur ce qu'on appelle les paires minimales en linguistique, c'est-à-dire un couple de mots pour lesquels tout est pareil sauf un son. Et on le fait tout le temps en réalité, surtout quand on est fatigué. Sauf que la plupart du temps, l'auditoire ne le remarque pas. Si au lieu de dire code, je dis bod, vous allez juste vous dire bon, elle a buté sur le mot. Mais si je dis god, vous allez faire lapsus révélateur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai mes bruitages, c'est bien. Bon, alors qu'en réalité, le fonctionnement est quasiment le même pour code, god et bod. Autre explication cognitive pour le lapsus de Justine Gruet. On le réécoute en contexte. C'est pourquoi les républicains voteront contre cette motion de rejet. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Elle voulait dire que les républicains allaient voter contre une mention. Elle a anticipé le mot contre, qu'elle a mélangé avec républicain. Ça donne républicon. En réalité, ça révèle sans doute moins une volonté inconsciente d'insulter ses collègues qu'une simple anticipation qui est sortie trop vite. Désolée, c'est moins drôle. Mais en réalité, si tout le monde fait ce genre d'erreur, si c'est banal, pourquoi est-ce qu'on veut absolument y voir des lapsus révélateurs ? Et pourquoi particulièrement quand il s'agit de politique ? Peut-être parce qu'on a tellement l'impression qu'ils nous mentent qu'on aime penser que la vérité surgit malgré eux. Peut-être parce qu'on aime voir des gens qui sont censés être des professionnels de la parole se gameler en public. Peut-être parce qu'on aime voir des gens censés représenter ce qui est censé être haut, abstrait, la justice, l'État, la culture, être envoyés au concret, au corps, d'où l'attrait pour les lapsus sexuels. Ça me fait penser à ce que le théoricien Bakhtin disait à propos du carnaval, du carnavalesque, comme un moment détronisant qui inverse les hiérarchies du haut et du bas. Quand un politique fait ce genre de lapsus, c'est un peu comme s'il faisait un discours officiel, mais la braguette ouverte. On pleure quand Macron nous annonce le prochain budget de la santé ou de l'éducation, mais on ricane parce que sa braguette est ouverte. C'est sans doute dérisoire, mais pour citer un autre théoricien du carnavalesque, renvoyer les politiques à un corps sexué et ridicule, c'est, je cite, un vent de fraîcheur, un petit coin de ciel bleu avec un gland tout ridé dedans. Fin de citation. Si vous n'aviez pas reconnu l'auteur, ce n'est pas Bakhtin, c'est Barecha. Mais c'est vrai, les lapsus, c'est un peu l'équivalent de ce que vous faites, vous, les comiques, avec vos vannes, vous détrônez ces politiques en les renvoyant à leur ridicule. Avec les lapsus, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de leur faire de croche-pattes, ils trébuchent tout seuls. Merci beaucoup, Laëlia Véron, mesdames et messieurs. Merci, Laëlia. Merci beaucoup. Bravo. On est toujours avec Maëva Musso, psychiatre et pédopsychiatre. Et Laëlia, tu avais une question pour notre invitée, Maëva. Oui, Maëva, déjà, est-ce que tu es d'accord avec cette interprétation ? J'aimerais Ou est-ce bien que tu vas me dises dire non. Pas du tout. Non, mais est-ce que ça fait plaisir de voir une perte de contrôle ? Est-ce que c'est lié à cette question de contrôle pour toi ? Alors, il y a déjà, tu as cité Bakhtin, et du coup, c'est assez. Donc, c'était pas du tout prévu, on n'en a pas parlé avant, mais en fait, donc là, j'enlève ma casquette à JPJ. Ah, voilà. On attendait que tu l'enlèves, cette casquette. Et en fait. Métaphore, c'est encore une métaphore. J'ai envie de partir. Et en fait, du coup, moi, je suis responsable d'une équipe mobile qui travaille avec les jeunes placés à l'aide sociale enfance. On met en place une autre façon de pratiquer le soin et d'accueillir les jeunes avec une approche qui s'appelle l'open dialogue, qui a été développée en Finlande et qui se base en fait sur toute la théorie de Bakhtin, de la polyphonie, etc. Bakhtin, c'est un théoricien qui a notamment travaillé sur Rabelais. D'accord, tu connais, ouais. Sur Rabelais, et sur cette idée effectivement du carnavalesque et des moments du carnaval comme un moment où, par exemple, le fou devient pape, devient roi, et ça permet de donner une soupape de sécurité, en gros, quoi. Mais c'est peut-être pas ça du tout que tu voulais dire. Non, mais, non, mais c'est parce que tu l'as cité, et du coup, dans cette approche-là, en fait, on n'est pas du tout en position d'expert, on n'a pas cette approche-là un peu héritée de la tradition biomédicale où le médecin va venir, va dire, va donner sa décision après réunion avec
l'équipe, etc. L'idée là, c'est vraiment d'être dans ce qu'on appelle une réunion de traitement avec la personne qui va avoir des difficultés, des personnes qu'elle aura choisies aussi de son entourage, ça peut être ses proches, des amis ou son conjoint, enfin peu importe. Et en fait, va se discuter en présence de la personne des réflexions qu'on aurait pu avoir en équipe sans elle d'habitude. Et donc du coup, il y a vraiment un moment réflexif pendant ce temps-là où la personne, elle a accès à ce qu'on se dit, aux prises de décision, aux hésitations, et on partage d'où aussi... le polyphonique, le fait de parler ensemble. Okay. Et en fait, le polyphonique, c'est aussi que la personne concernée et les personnes de son entourage ont vraiment une voix qui est très importante et qui compte dans la prise de décision. Chose qu'on n'a pas trop dans une psychiatrie médicale assez hiérarchique. Avec le cadre, le psychiatre qui contrôle, qui est l'expert. Voilà. Et qui va, donc au final, la Elia n'a pas raconté n'importe quoi pour savoir si elle reviendra ou pas. Non, mais du coup, voilà, cette perte de la position d'expert, elle est très riche. Ok, merci beaucoup. De perdre le contrôle, c'est très, ça a du bon aussi. Voilà. Parfait, merci Maëva. Et merci la Elia. On veut t'applaudir bien fort encore. Laëlia, pardon, lapsus, Laëlia, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et dans le magazine Elle, où tu tiens une chronique, Laëlia, oui, bien sûr. Et allez acheter les livres de Laëlia, comme ça il vous restera plus d'argent pour ce qui suit, qui de toute façon ne vous aurait servi à rien, puisque c'est la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est toujours la dernière, avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré. Et notre invitée, la présidente de l'association des jeunes psychiatres, Maëva Musso, qui est toujours avec nous. Ça va, Maëva ? Ouais, ça va. Bon, ça va peut-être pas durer. T'as rien contre les gens qui crient très très fort des insanités ? Non. Bon, eh bien c'est maintenant, ça tombe bien. C'est Pierre-Emmanuel Barré. Arrêtez! Vous êtes complètement dément, n'applaudissez pas! Si ça se trouve, je suis contre l'augmentation du budget de la défense. Donc je suis pour que la Russie s'étende jusqu'à Brest et qu'on remplace les galettes de saucisses par du bœuf stroganoff. Si ça se trouve, le génocide d'Israël à Gaza, je suis pas fan. Hein. Donc je suis antisémite et je me réjouis des massacres du 7 octobre. Si ça se trouve, je suis pour la hausse du SMIC et le plafonnement des hauts salaires. Donc je suis un dangereux communiste qui veut tuer l'entrepreneuriat. Si ça se trouve, je suis pas contre le port du voile. Donc je suis un salafiste qui s'est rasé pour infiltrer les médias français. Si ça se trouve, je suis contre l'épandage de produits phytosanitaires qui donnent le cancer. Donc je suis un éco-terroriste qui veut la mort des petits paysans. Hein ? Là, si ça se trouve, vous venez d'applaudir un sacré connard. Bon. Mais ouais, parce que c'est comme ça maintenant. Avant, t'étais pour la paix, la tolérance, l'accueil, l'écologie, l'entraide, le partage. T'étais Mère Teresa. T'avais une vie sexuelle un peu plan-plan, mais t'avais un prix Nobel. Maintenant, si tu dis que t'es pacifiste et que ton plat préféré, c'est les lasagnes au caca, les gens se retournent vers toi en faisant « pacifiste ». Ah bah dis-le carrément que tu veux sucer Poutine. Il y a des gens, on dirait qu'ils utilisent Waze pour leur cerveau, ils prennent tous les raccourcis, quoi. Eh ouais, les gauchistes, wake up. Les principes moraux, c'est complètement 2024, bande de ringards. De nos jours, il faut être réaliste. Hein. Et apparemment, il y a eu une mise à jour du petit Robert que j'ai raté parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui, réaliste, ça veut dire libéral, militariste, productiviste, nationaliste et réactionnaire. Il y a eu un gros remaniement des valeurs et ça a été super rapide. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, les méchants, c'était les nazis. Hein. Maintenant, le danger, c'est Greta Thunberg et Edoui Plenel. Ça va, regardez-les, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un bébé avec une moustache et des tresses? Bon, c'est un peu flippant, d'accord, mais ça reste Astérix en turbulette. C'est quand même moins nocif pour la démocratie que Bruno Retailleau en ministre de l'Intérieur. Non mais tout s'est inversé. Tout depuis 1918, il y a des monuments aux morts dans chaque village de France avec des listes de noms longues comme la section affaires judiciaires du Wikipédia des ministres de Macron. Hein. C'était un peu pour dire plus jamais ça. Et moi, je croyais qu'il y avait consensus, hein. Gros naïf, idéaliste, va bener, droit de l'homiste. Là, ça fait quelque temps que si jamais, un matin, là, comme ça, parce que voilà, je sais pas, t'es pas bien réveillé, t'as pas encore bu ton café, en entendant Léa Salamé parler de l'indispensable effort de guerre, t'oses rappeler que la guerre, parfois, ça a le petit
petit inconvénient de tuer des gens, tu te fais défoncer. Il faut intervenir en Ukraine. Moi, attends, je suis en train de me faire couler un petit café. Quoi? T'es en train de dire qu'il faut pas aider les Ukrainiens? Alors non, pas du tout, mais comme c'est le petit déjeuner, ok. Donc en fait, tu soutiens la dictature contre la démocratie? Non, non, la démocratie bien sûr, mais d'abord l'arabica. On peut pas laisser la Russie massacrer des innocents. Un nuage de lait et je suis à toi. Assassin! Fini! Ah, ça y est, je suis chaud. Ok, fais ton sac, on va à Koursk. Mais prends plusieurs caleçons, mon pote, parce qu'après on va à Gaza, au Yémen et en RDC. Là-bas aussi, il y a plein d'innocents massacrés. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, mais non, mais là, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Parce que l'Ukraine, c'est pas loin de chez nous. Alors t'as juste peur qu'on soit les prochains. Et puis peut-être que tu t'identifies un peu plus aux Ukrainiens parce qu'ils sont blancs et qu'ils font l'Eurovision. Hein? C'est rigolo parce que tu crois que t'es héroïque et démocrate alors qu'en fait, t'es juste égoïste et raciste. Pardon, excuse-moi. Je suis désolé, je me suis énervé. Je sais pas si c'est à cause du café ou parce que tu dis de la merde. Eh ben non, regarde, je me suis trompé de bouton, c'était un des cas. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel pour cette analyse. On te retrouve en podcast partout sur toutes les applications, en tournée, en spectacle et au Bataclan en décembre. On est toujours avec Maëva Musso, pédopsychiatre et psychiatre. On avait promis depuis le début de l'émission qu'on allait revenir à une question qu'on t'a posée sur le confinement. Ouais. Et voilà, cette période extrêmement bizarre pour tout le monde, en particulier pour les gens concernés par les troubles psychiatriques. Comment toi tu l'as vécu ? Alors déjà le confinement ça a accéléré une tendance qui était déjà présente en termes de dégradation de la santé mentale des personnes et donc ça montre d'autant plus que la santé mentale elle est aussi liée aux déterminants socio-économiques et ça a été mis au jour on va dire parce que il y a eu plus de violences intrafamiliales qui ont exposé des enfants, il y a eu plus de passages à l'acte suicidaire chez les 8-15 ans notamment et plus les logements étaient petits, plus il y avait de troubles anxieux et dépressifs. Et en termes de proportion, c'est plus 15% de troubles anxieux et plus 20% de troubles dépressifs. Donc c'est très important. Et il y a eu aussi une flambée de la prescription de psychotropes et de la prise de psychotropes, et notamment chez les 12-25 ans avec... Alors, Emeric, il a fait... Il s'était endormi et là, il a... Les psychotropes, là, je parle des médicaments psychotropes. Oh, oui. Mais c'est-à-dire... Elle donne pas, c'est quoi un champi? Et les anxiolytiques et les antidépresseurs. Oui, il y a eu tout, les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques aussi. Donc plus 60% de prescription d'antidépresseurs, notamment chez les 12-25 ans, donc dans le dernier rapport de l'assurance maladie de l'été dernier. Et du coup, ça amène à une... Donc c'était une tendance qui était croissante, ça a flambé avec le confinement. Et ça amène la question de la déprescription. Alors toi, tu es assez engagé, enfin, en tout cas, l'association est assez engagée là-dessus. Alors l'association, elle soutient ça, et après, à titre personnel, moi j'ai fait ma thèse. J'enlève ma casquette. Emeric, attention. J'ai compris là. Ouais. Casquette militant. Mais Guillaume, il m'a dit qu'il fallait que je fasse des propos pour que tu comprennes. On dit pas nos secrets, normalement, Maëva. Il est super, le patron. La règle, c'est si Emeric comprend, tout le monde comprend. Donc des prescriptions, donc ta thèse portait là-dessus. Ouais, donc moi j'ai fait ma thèse là-dessus et je suis allée dans plusieurs pays en fait dans lesquels justement c'est vraiment soutenu au niveau national. Par exemple en Norvège, la loi a changé pour justement que les personnes puissent avoir accès à la déprescription sur tout le territoire, peu importe leurs troubles, leurs diagnostics, etc. C'est vraiment vu comme un droit, c'est-à-dire que nous en France, quand on est étudiant en médecine, on nous apprend à prescrire, on nous apprend pas à déprescrire. Mais c'est dû à quoi ça? C'est culturel ou c'est parce qu'on a des grosses entreprises pharmaceutiques en France? C'est assez orienté. Assez orienté comme question. Je pose la question. La réponse dans la question. La réponse, c'est une question rhétorique. Voilà, ok, d'accord. Une autre casquette encore. Combien les casquettes? Non, mais du coup, c'est vachement important de le voir comme ça parce que en fait, quand
quand on rencontre quelqu'un, systématiquement, quand on prescrit, on devrait avoir en tête qu'à un moment, il va falloir arrêter potentiellement la prescription. Et en fait, on n'a pas les outils pour ça. Par exemple, en Hollande, il y a des microdoses qui permettent de réduire progressivement. Et ça, ce qui est étonnant, c'est qu'en France, c'est pas encore arrivé. En Hollande, ça fait 15 ans que c'est vraiment en routine. Tous les médecins généralistes fonctionnent sur ce mode-là. En Norvège, la loi a changé pour permettre aux gens d'être accompagnés comme ça. Et le syndrome de sevrage, justement, des psychotropes qui fait qu'on n'arrive pas à arrêter les antidépresseurs, les antipsychotiques, c'est quelque chose qui est connu depuis les années 70. Donc c'est des choix politiques. Donc c'est des choix politiques, c'est des choix d'organisation de soins. Mais nous, on est en train de, déjà à la JPJA, on soutient ça parce que ça devrait être un droit pour les personnes concernées, parce qu'il y a beaucoup aussi d'effets indésirables des traitements. Donc si les personnes le demandent, il ne faut pas les voir comme des personnes qui sont dans le déni de leurs troubles, mais plutôt comme des personnes qui demandent d'avoir accès à ça. Et le fait qu'on ait entendu là très récemment Elon Musk évoquer dans des interviews le fait qu'il soignait sa dépression à grands coups de kétamine, ce qui pour les gens de ma génération est très surprenant parce que c'était un somnifère pour chevaux, enfin moi je croyais. Maëva, on peut s'en servir pour d'autres choses. J'ai cru comprendre. On a vraiment un psychiatre en freelance qui est là. Et ça fera 100 balles. Non, alors, je crois que c'est un pharmacien en freelance. C'est quoi freelance? C'est comme intermittent. Laissons répondre peut-être Maëva, je propose, voilà, parce qu'on va avoir une personne qui connaît le sujet. Est-ce que c'est une chose qui, en tant que psychiatre, d'entendre les gens, n'importe qui, sur des plateaux de télé, dire qu'ils soignent ses symptômes dépressifs avec de la kétamine, toi, en tant que psychiatre, ça te choque? Alors, la kétamine, c'est un sujet parce que ça fait partie des ce qu'on pourrait appeler des innovations thérapeutiques, mais qui, à ce jour, enfin là, la dernière méta-analyse qui date de 2025, de février 2025, elle dit que ça n'apporte pas de. Alors, je cite, parce que je me dis que parce qu'il n'y a pas de preuve, là. Heureusement que tu es là, Émeric. Les sources. Heureusement qu'il est attentif, celui-là. Donc ça a été publié dans l'American Journal of Psychiatry, donc en début d'année 2020. C'est américain, c'est n'importe quoi. Donc ils disent que les résultats de l'étude suggèrent que l'efficacité de l'eskétamine en complément des antidépresseurs est modeste et dans la dépression résistante, parce que c'est utilisé que dans ce type-là, c'est à l'étude, et qu'elle est absente en termes de suicidalité. Et du coup, ils disent que ces résultats doivent être considérés à la lumière du potentiel d'abus de l'eskétamine, et du fait que les effets à long terme ne sont pas encore totalement connus. Certains signes alarmants concernant les décès, la suicidalité émergente au cours de la phase d'essai sont discutés, et d'autres questions réglementaires. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi, et ça d'ailleurs, c'est Gonon qui en parle, les effets d'annonce en fait sur certains traitements qui sont très forts sur quelques études initiales, et ensuite, quand il y a des études derrière qui montrent qu'il n'y a pas d'effet ou qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, etc. En fait, il y a une bulle médiatique sur les premières études, et ensuite, ce qui vient après, on en parle peu, et donc du coup, il peut y avoir comme ça des idées qui vont perdurer pendant des années. Par exemple, la théorie de la dopamine dans la dépression, c'est quelque chose qui est... Oui, on l'entend encore tout le monde dit, ça, tu manques de dopamine. En fait, ça, c'est accepté culturellement, mais scientifiquement, ça n'a jamais été prouvé. Et donc ça, on a une grosse responsabilité là-dessus. Et du coup, si on pense en termes de déterminants socio-économiques et mettre les personnes concernées vraiment au centre des soins, il vaut mieux réfléchir peut-être, c'est une proposition, en termes d'innovation, en termes d'organisation de soins, plutôt que chercher la molécule qui ira résoudre telle ou telle pathologie. Ça voudrait dire peut-être que Elon Musk dit de la merde. Voilà, j'essaie toujours de synthétiser. Merci beaucoup, Maëva, pour tout ça. Merci pour ce que tu fais pour la santé mentale. Mais la santé mentale, je suis désolé, ça fait aussi des belles histoires. Et ça, c'est le plaisir de Juliette Arnaud et de son jingle de folie. Et tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que tu nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Légal Juliette Arnaud. En avant les histoires. Allez. Allez, parce que non, ça va être triste. Il y a très très longtemps de ça, j'étais même pas là, un de mes arrière-grands-pères a été interné. Il paraît que sur sa fiche d'entrée à l'asile, entre autres caractéristiques, était écrit, pour de vrai, rire niais. Une autre de mes ascendantes mangeait, d'après mon père, ses pantoufles.
Alors là, je ris. Mais en vrai, ça me terrifiait. Et c'est sans doute pour ça que le roman d'Howard Button, Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, a autant compté pour moi quand j'étais pas bien vieille. Parce que là, j'y avais trouvé la parole d'un enfant qu'on avait enfermé. Il s'appelle Gilles, il a 8 ans, et c'est le narrateur du roman, c'est lui qui raconte toute l'histoire. Et il est depuis plusieurs semaines à la résidence home d'enfants Les Pâquerettes. La raison de son enfermement, ce qu'il a fait à Jessica. La vérité, c'est qu'il a rien fait à Jessica, strictement rien. Entre Jessica et lui, il y a eu un truc où les adultes plaquent sur les comportements des enfants des mots de comportement d'adultes. Oui, je vous spoil le truc à la hache, parce que ce qui est essentiel dans ce livre, c'est vraiment autre chose. C'est comment Gilles, 8 ans, je le rappelle, est qualifié. Gilles, avant les pâquerettes, il est dans l'enfance comme il est attendu que soit l'enfance. Il a une famille, il a des copains, il a des jeux, il a une grosse capacité à l'imaginaire et des angoisses aussi, un môme. Et quand il arrive aux pâquerettes, le toubib en chef lui dit « Tu es un petit garçon malade ». Dans ses comptes rendus que lui pique Gilles, le toubib en chef note « attitude sociopathe et destructrice, enfant très gravement affecté dans son comportement et dont le séjour ici sera probablement long ». Au pâquerettes, il y a un autre toubib, plus jeune, il pourrait s'appeler Maëva, spécialisé dans les enfants autistes, qui va savoir comment amener Gilles à parler. Et Gilles va finir par lui dire « j'ai quelque chose qui ne va pas, je suis différent que tous les autres ». Cette phrase, enfant, on l'a tous et toutes pensé. Et là, le jeune toubib va lui répondre le seul truc un peu salvateur dans ces moments-là, à savoir « moi aussi, Gilles ». Et puis ensuite, le jeune toubib, il va écrire au toubib en chef, il va lui écrire « figurez-vous que Gilles est un être humain habillé en enfant ». Et il va lui expliquer aussi que ses colères aux pâquerettes sont dues au fait que Gilles sait qu'il s'est fait avoir en se retrouvant ici. Et il conclut de la sorte « laissez-le entrer chez lui, il n'est pas fou, il n'est même pas bizarre, nous avons trouvé l'ennemi ». C'est nous. Et Steve, alors ? Steve, c'est un autre môme, c'est l'ado de Mommy, film de Xavier Dolan de 2014. Il a quelques années de plus que Gilles, avec une belle collection de troubles. TDAH, troubles de l'attachement à sa mère, pète des gros câbles, intense, grossier, raciste parfois. Comme le résume sa mère, on ne s'ennuie pas un instant avec Steve. Sa mère qui n'a pas les diplômes pour gérer son enfant, mais elle le fait, enfin du moins elle tente de le faire. Parce que Steve, attention, hein, c'est un ado de 15 ans, costaud, athlétique. On dit que tout ado est une bombe émotionnelle, en partie pour des raisons hormonales, en partie parce que tout ado est arrivé à l'âge où on n'arrête pas de lui dire « bientôt l'âge adulte, attention hein !» Et en attendant, n'hésite pas à bien fermer ta gueule. Alors Xavier Dolan nous offre tout le tableau, à la fois Steve, la grenade dégoupillée, et Steve bombardé par ses émotions. Steve qui assure à sa mère qu'il va apprendre à se contrôler, et Steve qui n'y parvient pas. Et le film, il montre aussi la perspective de sa maman, prévenue dès le début du film par l'institution qui relâche le môme, ne sachant que faire de lui. L'institution lui dit « c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. L'amour n'a rien à voir là-dedans ». Et la mère, là, elle a une réplique qui flingue, et qu'on est tous également pléthore à avoir invoqué dans le secret de nos cœurs, les sceptiques seront confondus. Et voyez-vous, ça, je me dis que ça serait absolument parfait à l'entrée d'un cimetière. Merci beaucoup Juliette Arnaud, dont on peut retrouver toutes les chroniques en podcast, ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas à partager, bien sûr. Et j'ai encore besoin de toi, Juliette, parce que voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter un petit disque. Qu'est-ce qu'on va écouter comme disque? On va écouter la chanteuse et compositrice française Oclou, dont le titre Blade Bird résonne parfaitement avec la définition de l'amour par le psychanalyste Jacques Lacan. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Mais comme sus-mentionné, ça fait quand même des chouettes chansons. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invitée, la présidente de l'association des jeunes psychiatres, Maëva Musso, qui est toujours avec nous. Je profite de l'antenne pour faire un petit peu de promo pour une autre émission qui aura lieu le 19 mars au soir à 22h. Aymeric Lomprey piratera l'antenne de Nova pour y faire quoi? Bah on sait pas. On sait pas. Personne ne sait, donc soyez à l'écoute, ça risque d'être un bon moment de radio. Oui, hein, voilà. J'invite des copains et tout. Ça va être cool. Ouais. On sent que Mathieu Pigasse, il sait plus quoi faire de sa position. Il a dit, je vais filer 2 heures à Aymeric. Voilà, écoutez donc le... Ça dure 6 heures. 19 mars au soir. Mercredi, c'est mercredi. C'est mercredi. T'es prêt? Merci Guigui. Ben je t'en prie. Je commence maintenant? Non. Non, maintenant on va donner la parole à notre invité de l'invité. Vous savez, toutes les semaines, on demande à notre invité d'inviter quelqu'un. Et je vous demande d'applaudir bien fort 13 qui est avec nous.
Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. 13, t'es slameuse, rappeuse, écrivaine, autrice du livre Charge, où tu racontes tes 10 ans passés, alors je te cite, au pays psychiatrique, ta vingtaine, années pendant lesquelles tu as le corps bourré de chimie, la tête écrasée dans l'emprise des discours et des psychiatres, une peur XXL verrouillée dans le ventre, et aujourd'hui tu voulais nous proposer quelque chose. Je te laisse la parole. Adab. Elle m'a contactée pour m'inviter à venir parler de psychiatrie en tant que survivante. Ça a pris tout mon corps. Je m'en souviens encore comme si c'était tout à l'heure. C'est la toute première fois depuis que Charge est sorti. La première fois que quelqu'un sait et me dit que j'ai survécu. Et pourtant, c'est tout raconté dans mon bouquin. Alors ça m'a mis les larmes. Elles sont sorties directement. J'ai même pas eu le temps de leur dire qu'elles pouvaient, qu'elles étaient déjà dehors. Et c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de soulagement. Une forme de reconnaissance qui répare un quelque chose, quelque part, à l'intérieur. Puis le jour est là et on y est. Je suis assise avec les autres, tout le monde nous écoute et on va dire les histoires. Je suis la seule qui va pouvoir dire son histoire. Les autres ne sont plus là pour le faire. Qu'ils reposent en paix. Le validisme permet de tuer. Charlotte a été tuée par un traitement psychiatrique. Childéric a été assassiné en isolement à l'HP. Babacar était en détresse psychique quand la police l'a exécuté. Childéric et Babacar sont des hommes noirs. Le racisme permet de tuer. Leur famille porte le courage de venir nous dire. C'est important de se dire les morts, leurs histoires, de dire les vies qui ont été prises. C'est important de partager les souvenirs pour les proches, de se recueillir, de faire prière si on a des croyances. C'est important, chaque histoire. Quand mon tour arrive, jeudi, pour les 10 années de camisole chimique. Je parle des violences psychiatriques parce que j'ai envie qu'on ait collectivement plein de courage pour se les dire et que je sais que les forces des uns nourrissent les forces des autres. Je le fais car j'ai besoin de croire qu'un jour ça cessera. Je le fais car l'espoir tisse du désir de vivre. Je le fais car je rêve qu'au bout justice viendra et même qu'on sera parti depuis longtemps mais qu'elle viendra quand même dessiner un éclair sur nos mémoires. Les survivants des violences psychiatriques n'ont pas assez de récits. À vrai dire, on n'est pas assez nombreux pour les faire car plein d'entre nous sont morts ou enfermés ou défoncés de médoc ou dans l'emprise médicale. J'y étais 10 années, je connais bien le sujet. C'est pour ça que je viens dire mon histoire. Parce qu'on n'est pas assez nombreux, à mon goût. Les survivants des violences psychiatriques n'ont pas de justice et ça fait partie de ce qui rend fou. Les violences psychiatriques sont des violences d'État, tout est organisé pour, depuis les pouvoirs qui sont donnés par la loi aux médecins jusqu'à l'absence totale de sanctions qui viendraient limiter les abus, en passant par les gros profits des labos pharmaceutiques, jusqu'aux experts de mon cul sur la commode qui viennent parler de nos vécus sans rien en connaître. Vous avez remarqué qu'on dit le corps médical, c'est parce qu'ils font bloc, tous ensemble. Ils se couvrent et ne se dénoncent jamais. Ils font un seul corps, tous ensemble. Nous, en face, on n'a chacun que le nôtre de corps. J'ai raconté les 10 années au pays psychiatrique, mais je dis jamais rien des séquelles. Pourtant, elles sont là, dans ma vie, comme un vieux papier peint sur un mur. Elles ont été bien collées de partout à l'époque. Elles me font manquer d'air et la déco est glauque. Elles se décollent, par endroits, je pars en lambeaux. J'ai des alus, ça fait des mois, ça va, ça vient, ça perturbe ma vision, ça me fatigue. Et les trucs que je vois, c'est pas vraiment joli. Je les évite, je fais abstraction, mais elles sont là dans mes yeux. Ce rapport au réel qui s'écarte, c'est à cause de toute la confusion qu'ils ont mis dans ma tête à l'époque où je mangeais leur gaslight, matin, midi et soir. Je fais encore des crises de claustrophobie 9 ans après. Ça, c'est à cause de la camisole, quand il avait réussi à m'enfermer dans mon corps avec son ordonnance. Je supporte plus aucune contrainte si je la comprends pas. Ça complique l'accès aux soins. Et c'est à cause des médocs que je devais me forcer à prendre quand il m'avait dit d'être obéissante. Et que je l'avais fait d'obéir parce qu'ils avaient menacé de m'électrochoquer le cerveau si je le faisais pas. J'ai des crises de pleurs à cause des viols et je dois faire attention dans les situations où il y a du monde, car si on me touche, je me sens agressée et que ça peut glisser vers un délire de persécution.
ça, c'est parce qu'au pays psychiatrique, en 10 ans, personne n'a jamais eu l'intention de me soigner des violences sexuelles. Et pourtant, à mon arrivée, j'avais 20 ans et déjà une liste à présenter. Ces pleurs-là, c'est pas des pleurs de tristesse non plus. Les pleurs de tristesse, ils soulagent quand on les laisse couler, alors que ceux-là, c'est ceux qu'on crache, c'est les pleurs de détresse, ceux qui font du mal en sortant et qui s'arrêtent pas. Voilà quelques exemples. Pourtant, moi, j'aime rire. J'ai l'imaginaire heureux. Je suis si douce avec ce que j'aime. N'empêche qu'il y a ces séquelles dans ma vie, tous ces limbeaux. Alors que personne n'oublie, quand on vient dire les violences psychiatriques, qu'il faut protéger nos paroles à tout prix parce qu'elles ne tiennent qu'à un fil. Que personne n'oublie qu'en face, ce ne sont pas des aléas, ce sont des violences d'État, et que tout le monde garde bien en tête que ces violences médicales sont organisées. Les médecins voient et se taisent. Je n'ai jamais entendu aucun médecin témoigner contre un de ses collègues pour des violences commises sur un patient. Et vous ? Ils ont l'impunité. On n'a que nos récits. Au pays psychiatrique, all dogs are bastards. Merci beaucoup, 13. Merci beaucoup pour ces mots. Merci pour ce texte. On peut applaudir bien fort, 13. Merci. On conseille ton livre Charge aux éditions La Découverte. Et il vient de sortir en poche chez Pocket. Merci beaucoup, 13, qu'on peut applaudir encore. Merci. Merci beaucoup pour ce beau moment. Mais la radio, c'est aussi des moments moins beaux. Et c'est maintenant, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et notre invitée Maëva Musso, la présidente de l'association des jeunes psychiatres, et nous a rejoint autour de la table, celle qui joue un spectacle où elle parle de santé mentale. Un spectacle présenté comme ceci, après avoir fait rire les meilleurs centres hospitaliers, ses groupes de parole et sa psy, elle étend sa tournée aux salles de spectacle et à la radio tout de suite. C'est ma Marie qui est avec nous. Bon, bah c'est super. Le jour où on parle de psychiatrie, moi je décide de parler de mode. Bon, bah c'est pas grave. Mais comme c'est un thème sensible chez Aymeric, vous comprenez pourquoi j'ai attendu qu'on ait une psychiatre autour de la table. Maëva, je compte sur vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du look old money. Si vous n'êtes pas sur TikTok, le look old money, c'est avoir l'air riche, mais riche depuis des générations. C'est un peu comme si l'évasion fiscale était un look, comme si Levallois était une marque de vêtements, comme si le collège Stanislas défilait à la Fashion Week. Et nous avons maintenant les enfants Oudéa Castéra dans un très joli trench beige. Cette esthétique gagne en popularité chez les jeunes. J'ai le droit de dire jeunes parce que je suis une grande en fait. J'ai 30 ans et demi. Et ça m'intrigue en fait de voir les jeunes chercher à ressembler à Églantine qui amène Gustave et Jean-André Junior à l'équitation. On peut voir des vidéos qui proposent des looks comme une chemise bleu ciel rentrée dans un pantalon bleu marine bien repassé et un petit pull au vert noué sur les épaules. Pourquoi le pull sur les épaules? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une maladie chez les riches que je connais pas? Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez des rhumes des épaules chez vous, Pierre-Emmanuel Barré? Si vous me voyez adopter ce look un jour, serrez le pull autour de mon cou très fort et pendez-moi. Pardon à toutes les personnes suicidaires qui écoutent cette chronique. Je ne suis pas psychophobe. J'ai une très bonne amie qui est allée en hôpital psychiatrique. Je l'ai rencontrée pendant que j'étais en hôpital psychiatrique. À la base, ce look, il est fait pour être... il n'est pas fait pour être une mode. Il est fait pour que les familles fortunées qui l'adoptent aient un look intemporel, des matières nobles, durables, des couleurs neutres, des vêtements qui coûtent une blinde, mais sans marque visible. Tout ça s'inscrit dans le concept du quiet luxury, littéralement luxe discret. Chut, le fisc va nous entendre.
Je comprends pas ce concept. Moi, riche, je m'achète des manteaux en livret A. Mais justement, ce style, il est fait pour se distinguer des nouveaux riches et des classes populaires. Sauf qu'en devenant une mode sur TikTok, désolée Églantine, on peut acheter ton serre-tête chez Zara. Même si bon, je comprends pas non plus le concept d'aller chez Zara pour adopter un look qui cache de l'argent que t'as pas. La fast fashion s'empare de cette tendance qui, je le rappelle, a pour but d'être intemporelle. Est-ce que dans intemporel, il n'y a pas un prérequis qui est de survivre à une machine à 40 degrés ? Je pose juste la question. Mais bon, peu importe, le look old money fonctionne tellement que ce mois-ci, la marque Pretty Little Thing, que vous ne connaissez pas parce que vous êtes le public de Radio Nova. Mais vous êtes mes blancs préférés, les blancs déconstruits. Mais... Il y a quelque chose dans vos rires de savoureux, la culpabilité. Mais la marque Pretty Little Thing, c'était une marque emblématique du look qui pourrait ressembler au vestiaire d'Aya Nakamura. Et ils ont fait un changement de direction artistique. Et maintenant, leur look ressemble au top 10 des tenues pour aller à un meeting des Républicains. Et chez leurs mannequins aussi, les personnes non blanches et les personnes grosses ont disparu. Apparemment, elles sont passées de mode. Un revirement qui a choqué beaucoup de clientes. L'une se serait écriée « C'est une marque de vêtements ou Manuel Valls ?» Uniformisation, rejet de la diversité, culte de la tradition. Et non, ce ne sont pas les mots-clés que Retailleau tape sur Pornhub. Ce sont des signes de la montée du fascisme qui s'invitent jusque dans nos vestiaires. Vous savez ce qui irait super bien avec l'interdiction de l'IVG ? Des jolis mocassins. On peut penser que je vais loin, mais on n'a jamais vu de meuf en Air Max lâcher un 49.3 pour interdire le port du voile. Alors, est-ce que c'est interdit de porter du old money ? Non. Mais est-ce que Aymeric Lomprey est une icône de la résistance vestimentaire ? Oui. Merci beaucoup. Merci ma Marie, qu'on peut applaudir bien fort. Ma Marie, on te retrouve en spectacle Trop drôle pour mourir les samedis à 19h30 à Paris au théâtre Le République. Merci beaucoup. Maëva, tu nous as parlé de ton travail, de tes engagements, mais pas assez de toi. C'est pourquoi Juliette Arnaud. De soie. Voilà. C'est vrai qu'on a parlé mode, on a pas de parler. Bien fort, la culture. Mais qu'est-ce qui se passe d'un coup là? C'est dit Raymond DeVos, plus vieilli. Juliette Arnaud t'a posé quelques petites questions pour en savoir plus sur tes lectures. Et je t'ai donc demandé quel livre t'étais resté de l'enfance. Tu m'as répondu Fantomette. Alors moi j'étais contente. Fantomette de Georges Chollet qui a commencé à sortir Fantomette à partir de 1961. C'était à la Bibliothèque Rose. C'est l'histoire en gros d'une justicière écolière quand elle est Françoise Dupont, masquée, dont personne à part son chat ne connaît l'identité. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce livre-là? Est-ce que c'est parce qu'elle se déguise ou est-ce que c'est parce qu'elle a une double identité? Quand même. Eh oui, c'est travaillé. Alors, moi j'aimais beaucoup Fantomette parce qu'elle c'était une jeune fille qui était hyper autonome, qui buvait son café seule, vivait seule, se déplaçait la nuit seule, savait se battre, elle a toujours son petit poignard. Stylé, Fantomette. Elle fait du taekwondo. Et sa qualité parce que du coup c'est une justicière, mais sa qualité pour battre ses ennemis, c'était son intelligence. C'est vrai que en général dans les histoires de petites filles c'est pas ça qui est valorisé, l'intelligence. Et en plus dans les justicières féminines il y a toujours besoin d'un homme dans les parages, etc., alors qu'elle a vraiment besoin de personne. C'est vrai. Il y a un chat. Ouais, il y a un chat. Et dans mon souvenir, je crois que c'est un mâle, mais vraiment, ça s'arrête là. Ouais. Je crois. On va tous chercher. C'était quoi le genre du chat de Fantomette? Ensuite, je t'ai demandé quel livre t'avait donné envie de devenir. Mais cherche, Aymeric, au lieu de rire comme un bêtard. Je vais chercher. Mais non, mais j'imagine le petit poignard depuis tout à l'heure. C'est pour ça. C'est un enfant. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avais. Pourquoi tu dis ça? Parce que techniquement, tu boudes. Quel livre t'a donné envie de devenir adulte? Et là encore, tu as fait ma joie puisque tu as répondu King Kong, théorie de Virginie Despentes, qui date de 2006, essai magistral féministe dont
L'Incipit est entré dans l'histoire, je le relis pour le plaisir. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les imbaisables, les mal baisés, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du marché de la bonne meuf. Tu te sentais exclu du marché de la bonne meuf à quel âge? À partir de quel âge? En fait, j'ai lu peut-être ce livre presque un peu trop tard. C'est-à-dire que si un jour j'ai une fille, j'aimerais qu'elle lise ça dès l'adolescence pour justement se sentir juste bien d'être ce qu'elle est et ne pas être pleine de complexes que la société peut nous apporter. Moi, j'ai été très très complexée très longtemps et donc et puis je pense qu'il y a toujours des résidus et donc vraiment ce livre, ça a été une révélation pour moi. Puis c'est très fort, c'est dépente en plus à ce que j'admire chez elle, c'est qu'elle a eu plein d'expériences de vie, elle est passée par plein de métiers, elle a vécu des choses aussi très difficiles et qu'elle arrive à exprimer toujours en se distanciant de comment on pourrait être victime de ça. Non, elle reprend le dessus et elle en fait quelque chose de très très fort. Voilà, moi c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Entre autres choses, elle raconte qu'elle a vécu un viol abominable et que ça s'est passé la nuit et qu'elle s'est surtout dit assez rapidement qu'elle allait continuer à sortir la nuit et elle avait bien raison. Ouais. Et enfin, je t'ai demandé quel livre te fait rire beaucoup. Ouais. Tu m'as répondu, alors je l'aime beaucoup ce titre, ça s'appelle Coco n'aime pas le capitalisme. Écrit et dessiné par Tiens, parce que c'est un roman graphique. C'est Instagram qui te l'a fait connaître. Et est-ce que c'est ça qu'on appelle une BD de gauche? Ce que je dis n'engage pas la JPGA. Là, t'as plus de casquette du tout, en fait. T'as viré toutes tes casquettes. Elle a sa casquette Poum. Soit il a vraiment tout écouté, soit il s'est arrêté au début. Non, il a eu de la chance. Pardon, je voulais dire boum. Maëva, donc, il a réussi à relier tout. C'est mon métier. Fort. On lui fera un petit triomphe après personnel, mais on va quand même écouter Maëva sur Coco n'aime pas le capitalisme. Moi, je trouve donc déjà c'est un ami qui me l'a fait découvrir. Mais par Instagram ou non quand c'est devenu un livre. Ouais. Okay. Et je trouve que cette bande dessinée est extrêmement drôle, extrêmement pertinente parce qu'en plus l'auteur va reprendre l'actualité, vraiment plein de références d'actualité, de journalistes, de passages à la télé, j'ai 1000 exemples de bulles en tête qui sont vraiment lisez cette bande dessinée, elle est très très drôle. En gros, si vous n'avez pas le temps ou l'énergie de lire Marx. Oui, voilà, ça Coco n'aime pas le capitalisme. Franchement, moi, je pense que c'est une excellente entrée en matière. Ça résume assez bien. Merci en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils lecture. On peut t'applaudir bien fort. Merci Maëva. Et c'est donc un chat, Méphisto, le chat de Fantomette. C'est un mâle, mais on ne sait pas, peut-être il est castré. Bon, en parlant de mâle, qu'on ne sait pas s'il est castré. Oui, ça reste un mâle quand même. Non, mais c'était pour faire ma transition avec la chronique qui suit. Ouais, ben oui, parce que c'est... Bon, tu écopes le bateau. Oh là 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 là. Ça va être compliqué. Il est presque l'heure de se quitter, mais avant ça, je vais donner la parole à la personne la plus saine mentalement de l'équipe. Enfin, selon Fake News Magazine, c'est Aymeric Lomprey qui est là. Ouais. Allez, l'actualité, casquette de l'actu là, L'actualité, elle attend pas. L'actualité, c'est pas moi qui serai là devant un mot fléché niveau 2. Bon, alors non, en plus là, l'actualité elle est hyper cool parce qu'il y a Guillaume Kasbarian, un député En Marche, qui propose une loi pour faciliter l'ouverture des bistrots en zone rurale. Sujet pour Aymeric, ça. En conférence de rédac, tout le monde était là. Oh, ça c'est pour Aymeric, C'est de l'alcool, il va faire un peu de fond. Hein. Et moi après j'étais là, au moins les fonds de verre. J'en ai marre de vivre. J'ai envie d'être Timothée Chalamet. Bon, alors... Non mais ouvrir des bistrots quoi. Putain, on est à l'aube du fascisme et Kasbarian il veut ouvrir des bistrots. Voilà, il a un sens des priorités lui. On dirait moi quoi. Aymeric, tu sors? Non, je peux pas. J'ai ma chronique à écrire. Ouais, mais il y a des merguez.
J'arrive. Mais attendez, d'abord je finis mon dialogue de chronique. Ok, cool. C'est bon, j'arrive. Alors... J'ai trop hâte de lire les commentaires sous la chronique. On dirait il sort d'un PMU. Non, je vous jure, il y a eu ça comme commentaire sur ma dernière chronique. On dirait qu'il sort un PMU. Quand le commentaire est le plus drôle que la chronique, c'est chiant. Alors... Non mais attendez, après Kasbarian c'est un peu un habitué des priorités parce que c'est lui qui avait eu l'idée de la loi anti-squat en 2023. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors il y a 300 000 personnes à la rue et Guillaume il était là, tu sais, avec sa petite tête de Pokémon, la petite merdox, il était là. Et j'ai trouvé un moyen pour qu'il trouve pas de logement. Merci Kasbarian, merci. On attend ta prochaine idée, baisser les salaires pour répondre à l'inflation. Mais il est fou ce Guillaume, tout le monde se prépare à la 3e guerre mondiale et lui il est là. Attendez. Et si d'abord on buvait un coup hein. En même temps, il y a une logique, hein. Faut être saoul pour aller à la guerre. Moi, si la patrie veut que je meure pour elle, faut vraiment que je sois ivre-mort, quoi. Genre, si je suis à Jeun, je suis là. Ouais, bon. Allez-y, la patrie, je vous suis. Non. Par contre, après 3-4 pintes, je suis là. Go! C'est de l'autre côté, Emmerich, pardon. Puis en plus, on se bat pas avec une raquette de badminton. Attends, mais t'as fumé aussi? Oui. Mais c'est pour la France. Non. Non mais Kasbarian, il a dit qu'en fait, il voulait remettre des lieux de vie dans des villages. Alors 50 000 morts par an liés à l'alcool, je sais pas si on peut appeler ça lieu de vie. Hein. Un lieu de vie, ça pourrait être des médecins, des éducateurs, des centres sociaux, par exemple, tu vois. C'est des idées hein, que je propose, c'est des... Oh. Là, j'imagine Kasbarian qui est là. Oh, mais c'est une bonne idée, mais attendez, est-ce qu'on boirait pas un petit coup d'avant, quand même? Non, mais on le dit jamais assez, l'alcool, mais c'est pas un lieu de vie, hein, c'est une drogue. Alors, je suis très mal placé pour faire la morale. C'est vraiment... Emmerich, tu fais de la merde. Merci, Hanouna. Mais... Non, mais... Non mais en France, c'est fou parce qu'en France, l'alcool c'est vraiment YOLO quoi. Je veux dire, il y en a partout, dans tous les événements il y a de l'alcool. Tous les événements en France, ça se termine par fais un petit pot. Je te jure, dépôt de départ, dépôt d'arrivée. Même j'étais à un enterrement la semaine dernière, je vous jure, à la fin il y avait un apéro. Ah Didier, il est mort de quoi? Alcool au volant. Allez, alors. L'alcool c'est une drogue, l'alcool, comme la cocaïne, la weed ou l'amour. Oh. Ouais, c'est pour que les filles elles partagent ma chronique. Alors, mais... Non mais j'ai rien contre la drogue, hein. Buvez tout ce que vous voulez. Mais ce qui m'énerve, c'est que ce sont les lobbies qui décident quelle drogue j'ai le droit de prendre, quoi. Oh putain, si j'avais réussi à le dire, ça aurait été super. Non mais vous voyez, par exemple, moi ma drogue préférée c'est le LSD. Bon, et ben, je propose que pour augmenter les liens sociaux dans les villes, je propose qu'on fasse une loi pour faciliter l'ouverture des lieux à LSD. Alors. Voilà, alors j'imagine que ce sera un grand château tout en hauteur comme ça, avec 450 étages de 6 mètres carrés. Je sais pas pourquoi. Alors, certainement parce que l'architecte il prend du LSD aussi. Tu sais, tu rentres dedans, t'es là. Bonjour Emmerich, bonjour monsieur, je suis au-dessus, pardon. Alors, bienvenue, c'est dur. Bienvenue dans la maison aux 1000 soufflés au fromage. Merci. Comment on vous rejoint? Faut juste y croire. Oh. Alors, bon. Vous êtes venu rire avec nous et m'aider à compter? À compter quoi? Quelque chose de très important. Quoi? Combien faut-il de couches de papier peint pour que les deux murs se touchent? Mais vous êtes Guillaume Kasbarian? Chut. Ici, on m'appelle Petite Merdox. Mais comment as-tu su? Le sens des priorités, Guillaume. Merci de m'avoir écouté. Merci. Emmerich Lefebvre qu'on retrouve tous les lundis au Théâtre de la Renaissance. Et donc n'oubliez pas ce mercredi 22h sur les ondes de Radio Nova pour sa Radio Pirate. Merci Emmerich pour cette analyse. Maëva Musso, tu es encore avec nous pour quelques secondes. Je rappelle que tu es pédopsychiatre, psychiatre et on a quelques dernières petites questions à te poser. Pierre-Emmanuel? Oui, Maëva, dans le monde, une personne sur 8 a un trouble psychique. En France, c'est 1 sur 5. Est-ce que vous diriez que c'est à cause d'Emmerich? Non. Ouais. C'est une vraie question, hein, c'est une vraie question. Non, c'est dû à l'aggravation des conditions d'existence des personnes. Oh, est-ce que ça, c'est à cause d'Emmerich? Ça, c'est possible. Juliette? Est-ce que de ton point de vue, alors tu prends la casquette que tu veux, est-ce que nous tous, les gens, on est plus fous ou plus cons?
Plus con. Plus Ok. con, très bien. Émeric. Oui, parmi tous vos livres, lequel vous préférez? Central Park, La Fille du Papier ou un autre? Non, c'est pas la même Musso. Ouais, j'avais écrit pour Guillaume Musso. Ouais, c'est pas la même. Bon, c'est à cause d'Émeric. Désolé. J'allais pas tout refaire. Hein. Ouais, non, mais je comprends. Mais moi-même, je me suis trompé. Je pensais que c'était Guillaume Musso depuis le début. J'ai bien parlé. Maëva, est-ce que la connerie perverse et manipulatrice est un problème psychiatrique? C'est pour un ami qui s'appelle Donald. Non. Non, très bien, Pierre-Emmanuel. Oui, Maëva, est-ce qu'on peut placer un collègue sous curatelle de force uniquement parce qu'il a un comportement toxique avec le reste de l'équipe? Non. Allez, niquez-vous. Allez. Juliette. Maëva, est-ce que t'aimerais essayer le LSD avec un protocole médical? Non. Eh ben alors file-le-moi. Émeric, je sais pas si... Ouais. Souvent, vos livres sont critiqués comme faciles à lire. Non. Non, mais attends, ces critiques ne sont-ils pas un mépris de classe? Ouais, en plus, c'était bien. En plus, elles étaient bien, mes questions. Non, mais c'est vrai qu'il avait... Gardez au cas où on reçoit Guillaume Musso. Pour une fois qu'il avait bossé. Allez, dernière question. Est-ce que la mégalomanie chronique est un problème psychiatrique? Qui plus est quand on habite à l'Élysée? C'est pour un ami. Non. Toujours pas. Merci beaucoup, Maëva, d'avoir été avec nous. Maëva Musso, l'association des jeunes psychiatres. Ouais, tu veux rajouter un petit truc? Actuellement, il y a un crowdfunding pour organiser une Mad Pride à l'automne. Donc, si vous voulez participer, ça serait super chouette parce qu'on a beaucoup parlé de stigma et ça commence aussi par là pour déstigmatiser. Et où est-ce qu'on peut trouver le sur lien? Hello Asso. Et Hello c'est Asso. Comme des fous qui organise la Mad Pride. Ok, l'association merci. Comme des fous. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Maëva Musso, d'avoir été avec nous. Merci à ton invité 13 que vous pouvez retrouver en librairie avec Charge et sur les réseaux sociaux. Merci à Laëlia Véron, Hakim Omiri, Mamari. Merci à toute l'équipe technique de l'Européen qui nous reçoit toutes les semaines. Malo, notre réalisateur, Paul à la technique. Depuis les studios de Nova, toutes les équipes techniques de Radio Nova. Un bisou à Frédéric Antelme. Merci à Colline, Minon, Élise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Les équipes de Goodway, Benjamin, Alban, Adrien. Merci à Christian pour la programmation musicale. Mano et Loris pour la prod. Notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi. Et merci à Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et Juliette Arnaud. Et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien, gardez le moral. Et vivement la dernière. La dernière.